On nous parle plus que de cave à tournante et de, comme s'il y avait la cave à tournante et la mosquée côte à côte et qu'on passait du viol à la prière, du viol à la prière. Je suis beaucoup trop drôle pour faire le comique. Moi, il me fait de la peine. Je pense qu'il croit à ce qu'il dit. Cibler femmes, et que les femmes aiment ça. Non, mais la preuve, vous en êtes la preuve, madame. Ce que vous venez de dire, mais non, c'est de la sociologie de terrain. D'abord, ça va, puisque j'écris... L'avantage, c'est que tous ces emmerdes qui m'arrivent me nourrissent pour écrire mes livres. C'est-à-dire que là, grâce à tout ce qui m'est arrivé depuis un an, j'ai pu écrire un nouveau bouquin qui sortira au printemps. Et, donc ça va, parce que je me nourris de tout ça et j'en fais quelque chose. Après, j'ai eu une période difficile, oui. C'est-à-dire qu'en pleine tourmente, j'étais plutôt déprimé, oui. Et puis inquiet, parce que c'est très violent hein, quand on est en première ligne et qu'on se prend une... Comment dirais-je, c'est un peu comme sous l'Inquisition, quoi. À un moment donné, j'ai le tribunal de l'Inquisition qui m'est tombé dessus et j'ai senti les flammes du bûcher me brûler les fesses, quoi. C'était inquiétant. Hein. Mais donc ça a été très dur sur le moment. J'ai fait front, j'ai rien lâché, j'ai pas bougé, j'ai tenu. Et puis je me suis remis au boulot, parce que le principe de... Ce qui est assez humain, hein, de toute façon, hein, c'est toujours arriver à se remettre au travail et en faire quelque chose. Donc ça va dans la mesure où tout ça me permet de continuer à produire. Voilà. La souffrance, c'est un océan de créativité, c'est ça? Quand on y arrive, parce que moi j'ai réussi à faire un bouquin qui sera un bouquin comique en plus, donc j'ai réussi à positiver, quoi. Mais ça a été dur, hein, c'est très dur, hein, à un moment donné, de se retrouver dans l'œil du cyclone, quoi. Mais vous étiez lâché par tous ou... Oui, j'étais là, les trahisons, j'ai découvert un truc que qu'on connaît, mais qu'il faut vivre, c'est la lâcheté humaine. Hein. C'est les gens qui vous tournent le dos, qui vous crachent dessus parce qu'ils ont peur. Oui, j'ai découvert ça. Et puis 2-3 solidarités aussi, 2-3 personnes qui cèdent pas, et puis 2-3 personnes qui en douce, des personnes connues dont je ne peux pas citer le nom, viennent vous dire c'est vous qui avez raison et vous êtes courageux. Donc il y a 2-3 petites choses émouvantes, quoi. Et puis un océan, enfin, c'est comme les diamants dans la terre ou les pépites, ouais, dans la tourbe, quoi. Et puis surtout, beaucoup de trahisons. Je parle pas de gens comme Bec BD qui m'ont craché dessus alors que je les connais depuis 20 ans et que je sais ce qu'ils ont dans la tête. Le sommeil a été effectivement comment dirais-je, pas la trahison, c'est pire que ça, la mise à mort par Ardisson quand il a reproché à Dieudonné de simplement de me connaître, quoi. Le problème, c'est que vous avez été viré de cette liste Euro-Palestine. Vous avez été viré. Mais alors, vous avez été viré. Est-ce que je peux vous simplement juste laissez-moi expliquer, puis après vous direz si vous êtes d'accord ou pas. Non, parce que je n'ai pas été viré. C'est-à-dire que c'est moi qui est parti. Donc je veux juste rétablir cette vérité. Oui. C'est-à-dire j'ai fait une dépêche AFP expliquant que ce mouvement devenait un mouvement politique et que je préférais prendre mes distances. C'est pas ce qu'ils disent. Eux ils disent qu'ils vous ont viré parce que vous avez amené dans Euro-Palestine et tourne autour de vous des gens douteux, comme Alain Soral, qu'on a reçu ici d'ailleurs. On l'avait reçu, Alain Soral. Mais qu'on ne recevra plus, parce que compte tenu de ce qu'il a dit, on ne peut pas le recevoir. Mais il l'a dit avec ses mots, moi je sais, je le connais, c'est un copain, et il n'a absolument rien d'antisémite, c'est un républicain, il s'exprime avec une façon parfois un peu radicale. Attendez. Il a dit dans Complément d'enquête sur France 2, il y a le film, c'est passé sur France 2, il a dit depuis 2500 ans, chaque fois que les Juifs mettent les pieds quelque part, au bout de 50 ans, ils se font dérouiller. Mais c'est des trucs mais c'est vraiment des propos d'avant-guerre, quoi. C'est des trucs qu'on a pu entendre depuis 60 ans. Oui, mais je pense qu'il s'en est excusé. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'était qu'il fallait, dans des moments de crise, avoir un peu d'auto... se regarder un petit peu soi. On ne peut pas rejeter tout le temps la faute sur les autres. C'est pas forcément les Arabes les méchants, c'est pas forcément. Et c'est ça qu'il voulait dire. Il s'est exprimé de manière un peu brutale. Maintenant, je n'ai pas assumé ses propos. Vous n'avez pas assumé, mais quand il a dit ça, vous étiez à côté de lui, impassible, souriant. Enfin, je veux dire, ça avait pas l'air de vous choquer. Non, mais si vous voulez. Vous l'avez dit, je pense que le plus important, et Alain Soral, il a été victime en plus de violence suite à cette émission. Justement, alors Alain Soral, un soir, dédicace des livres dans une librairie, il est agressé.
vous allez à son secours, vous arrivez après la bagarre, mais enfin, vous allez le soutenir encore. Mais c'est-à-dire que je vais le soutenir. Je pense que ce genre d'artiste, parce que c'est un artiste, un libre penseur, un peu trash, un peu punk, oui, mais je crois que c'est important à l'heure où on est dans une expression artistique complètement commerciale, de préserver ce type de vision. Ça me paraît important. La liberté d'expression de Soral, je la respecte puisque Oui. je l'ai invité ici, il a dit des choses terribles et ça m'a été reproché, etc. Donc je ne suis pas en train de jouer les Pères la pudeur ou les Saintes Nitouches. Oui, je sais, mais je sais. Mais quand il dit des trucs comme ça, d'autant que vous insoutenable. êtes l'un des seuls, et je le dis, je pense avoir une oreille attentive sur le monde de la création et de l'art en général. Oui, mais on peut pas. Il y a des moments où même si on connaît les gens, même si on les a invités, on leur dit non, c'est plus possible. Alors, c'est vrai qu'il y a, moi, encore une fois, je ne pensais pas être là pour parler d'Alain, mais je sais que c'est quelqu'un de très sensible et un artiste particulièrement brillant, et je regrette qu'il soit censuré et boycotté. Son dernier ouvrage, là, mais attendez, être censuré, être boycotté. Moi, je suis ni un boycotteur, ni un censeur. Non, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand les gens rajoutent systématiquement et qui montent aux extrêmes dans des déclarations absolument insupportables, qui rappellent les propos les pires des années 30, on peut plus les inviter à la télé, même si on est un libre penseur, même si on pense que tout le monde a le droit de s'exprimer. Quand on sait que Ardisson est un ami de 20 ans et mon ancien employeur. Et puis surtout, ce qui est drôle, puisque ça me vient à l'esprit, c'est la duplicité. C'est les gens qui, à la fois, vous appellent pour vous dire t'as raison, t'es courageux, etc. Et qui, à la fois, vous flinguent à l'antenne. Parce qu'ils font les deux aussi. Et là, ça fait prendre la maturité. On comprend ce que c'est que la vie, les médias, le pouvoir, la politique, par exemple. Hein. Mais vous regrettez quand même ce qui s'est passé à Complément d'Enquête. Enfin, je veux dire, si c'était à refaire, ça ne serait pas les mêmes propos. Dans la mesure où des gens sont venus, comme vous, me parler à bâton rompu autour d'une table de restaurant pendant 3 heures, en disant plus ou moins qu'ils filmaient ou qu'ils filmaient pas, que c'était préparatoire, parce que c'était censé être préparatoire à une vraie interview. Et que moi, je suis un type qui parle, mon principe, c'est comme Robespierre, c'est la vérité, quoi. C'est mon challenge. Hein. J'aurais espéré dire ce que j'ai dit mieux que ce que j'ai dit, mais finalement, je regrette pas tant que ça. Je veux dire, sur le fond, je bouge pas, quoi. D'ailleurs, j'ai demandé pardon nulle part. Hein. Et vous dites aussi que vous avez un problème, vous parlez de Dieudonné, vous dites on a un problème de forme plutôt que de fond. Oui, bien sûr, parce que c'est des sujets tellement dangereux qu'il faut être c'est de la haute diplomatie, quoi. C'est évident que quand on va interroger sur un sujet très chaud un diplomate, on lui pose des questions à l'avance, il est maquillé, il y a un journaliste qui a été choisi, il refait plusieurs prises. Hein. On l'interviewe pas dans sa salle de bain avec hein, c'est pas la caméra cachée. Si vous faites la caméra cachée avec n'importe quel homme politique, c'est sûr que c'est la fin de sa carrière en 5 minutes sur quelque sujet que ce soit les femmes, les arabes, les juifs, les PD, enfin c'est évident tout ça. C'est le b.a.-ba, hein, sans compter que quand on fait une discussion, on discute pendant 3 heures avec un journaliste et qui monte 40 secondes, il y a des films américains qui ont bien montré ce que c'était que la manipulation médiatique, et on peut tout faire avec le montage, vous le savez, hein, surtout quand on rajoute une voix off. Hein, on peut strictement tout faire. Donc, sachant ça, je me suis laissé piéger. Alors on peut dire, on me dit, toi un professionnel, comment as-tu pu? Parce qu'au bout d'un moment, on en a marre de mentir, on en a marre de pas dire ce qu'on a quand on en a gros sur la patate. Et finalement, de temps en temps, faire un gros dérapage, ça fait du bien. C'est ce qui manque dans les médias d'ailleurs. Hein. Les seuls moments savoureux, c'est comme au patinage artistique. C'est hyper insupportable, tellement c'est vulgaire le patinage artistique, que la seule chose qu'on espère, c'est que le mec va se casser la gueule quand il fait son triple saut et qu'il va se retrouver sur le cul. C'est le seul moment où c'est un peu marrant, sinon c'est super déprimant à regarder. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on guette dans une émission médiatique? On guette le dérapage. C'est le moment d'humanité, c'est le seul moment d'humanité qui reste, c'est le moment où le mec redevient humain, où il sort de la langue de bois et du truc balisé. Moi, ça m'est arrivé, je l'ai pas contrôlé, je l'ai pas voulu, donc ça a été dur sur le moment parce que ça dépendait pas de moi, mais avec du recul, c'est la vie, quoi. Je veux dire, on la refera plus. Je sais pas, c'est même pas sûr. Je serais peut-être capable de déraper si on me refaisait chier de la même façon, mais à la limite, j'aurais filmé tout à l'heure, vous m'aurez laissé. Non. Non, parce que effectivement, il faut avoir la conscience du média, du médium là, ou du média, et qu'effectivement, une discussion de bistrot n'est pas faite pour être vue solennellement par des millions de gens. C'est évident. C'est comme exactement si moi je viens vous filmer au plumard avec votre
votre petit ami, est-ce que vous avez envie que ce soit projeté après dans votre salle de classe devant vos copains? Non, alors tout le monde sait ce qui s'y passe dans votre chambre, mais c'est pas le savoir et le voir, c'est pas la même chose. Il y a des médiations à respecter, c'est tout. C'est de l'anthropologie, enfin, c'est de la phénoménologie quelque part, et tout le monde le sait. Moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est que France 2, qui est le service public, a choisi sciemment de monter ces images comme ils les ont montées, avec le son qu'il y avait, pour me mettre en danger de mort. Et là, je pense qu'il y avait un projet politique, et que c'était un travail de commande. Je pense que les gens étaient en service commandé. Il fallait me sortir du jeu parce que j'avais une trop grande gueule, parce que j'étais peut-être trop honnête dans ce que je disais, trop écouté aussi. Et qu'à un moment donné, il y a eu des gens qui ont dit, celui-là, il faut le sortir du circuit. Il faut le... Vous savez, comme quand il y a des flics qui viennent chez vous, puis ils vous planquent un paquet de cocaïne, ils vous mettent ça, le paquet de cocaïne dans le placard, ils font semblant de l'avoir trouvé, puis ils vous emmènent pour trafic de drogue. C'est du même niveau. Voilà. C'est tout. Il y a ceux qui ont compris tout ça parce qu'ils comprennent bien comment ça se passe, ceux qui n'ont pas voulu comprendre, et puis ceux qui s'en foutent. Et puis mes ennemis qui étaient très contents, qui se sont réjouis de savoir que j'allais peut-être me faire assassiner, parce que je vous signale qu'après le complément d'enquête, 3 jours après, j'étais ratonné par 35 petits fascistes sionistes dans une librairie dans le Marais, et qu'il y a eu 7 blessés envoyés à l'hôpital, et que les mecs étaient quand même avec des matraques, des marteaux, du vitriol, enfin ils étaient venus me faire la peau quand même, hein, grâce à ça. Donc ça a été tout ça était bien orchestré quand même. Hein. Ça a été de me mettre... ça a été d'essayer de provoquer ma mort médiatique, et pas loin de ma mort physique, hein, je suis désolé, hein, parce que quand vous avez 35 types qui veulent s'acharner sur vous avec des battes de baseball, des marteaux, etc., vous n'êtes pas sûr que d'en réchapper, et puis surtout votre cerveau fonctionne aussi bien après qu'avant. Hein. C'était peut-être ça le moyen qu'on vous écoute, que vous soyez mort. Bah, surtout le moyen que je parle le plus. Je veux dire qu'on se rende compte de... Ah oui, mais ça c'est sûr que moi dans 20 ou 30 ans, quand on repensera à cette période ignoble qui est la fin des années 90, qui sera considérée comme une période honteuse pour la France, l'intelligence, une période de trahison d'éclair, de lâcheté, une période de totalitarisme, hein, c'est évident. Il y aura toujours 2-3 mecs pour dire « oui, il y avait un type qui s'appelait Soral et 2-3 autres qui ont osé dire des vérités qui apparaîtront évidentes pour tout le monde à ce moment-là, parce que je dis effectivement que les évidences. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir énormément de courage en France pour dire des choses, pour rester dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire dire les choses. Quoi. C'est inquiétant, c'est un vrai sujet de réflexion. Oui, je continue aux éditions Blanches, oui, parce que mon éditeur est courageux. Et c'est un roman, parce que j'ai quand même réalisé qu'au point où j'en étais, je ne peux plus. Je suis obligé de passer par la médiation de la fiction et faire dire les choses par des personnages, parce que c'est trop risqué de le dire à la première personne. Donc je vais faire ce qu'on a toujours fait, ce que faisait Balzac déjà, c'est essayer de faire une critique sans concession et précise et fine de la société actuelle, et de le faire par le biais de la fiction pour pouvoir pour éviter la violence politique, quoi, hein, parce que normalement il y a une tradition, on a le droit, en France on a le droit de dire tout ce qu'on veut du moment que c'est de l'art. Donc je fais de l'art. Mon prochain livre est un roman, et c'est un roman comique, parce qu'en plus il faut que ce soit drôle. Il n'y a pas de raison que ce... Parce que vous êtes drôle déjà. Oui, et puis c'est drôle tout ça. Moi je trouve quand j'écoute Finkielkraut, je trouve que c'est un grand comique. Moi j'adore ce mec-là, il me fait marrer. Si j'avais fait de la sociologie universitaire, personne n'aurait lu mes livres. Ouais, voilà. Donc déjà, moi j'essaye de faire de la sociologie populaire sans que ce soit simplificateur. Donc en fait, je prends des points importants et je les développe et je montre que tout ça s'articule et que ça fait une totalité. C'est le principe de la totalité dialectique. C'est-à-dire qu'en réalité, ces courts paragraphes dans mes bouquins forment un tout. C'est-à-dire qu'on voit bien que le féminisme, à un moment donné, ou le néo-féminisme a à voir avec une certaine dérive matriarcale, que cette dérive matriarcale a à voir avec la société marchande, que la société marchande a à voir avec une relation à l'Amérique. Donc, en fait, les gens donc, qui ont un cerveau un cerveau qui fonctionne bien, arrivent à relier ces textes entre eux. Et si moi je fais un bouquin pour faire le lien, je fais un autre livre, qui est un livre universitaire de quelque part de trop haut niveau, et j'ai pas de lecteurs, parce que les lecteurs en France pour la philosophie ou l'économie politique de pointe, c'est 1500. Il y a 1500 personnes qui sont capables de lire ce genre de livre. Moi, j'ai réussi parfois à être lu par 40 000 lecteurs, enfin 40 000 acheteurs, ce qui fait beaucoup plus, et c'est ma fierté, c'est que j'ai réussi
Et en plus, je crée des sujets de réflexion. C'est-à-dire que j'invite les gens par une réflexion qui est un peu à contre-courant, mais bien argumentée, à ce qu'ils se disent, oui, il y a une autre manière de voir la chose. Je ne dis pas que c'est la vérité nécessairement, mais c'est logiquement, correctement construit. C'est valable. C'est ça que moi, ce que je prétends, c'est que mon discours s'articule sur le réel et qu'il est, d'un point de vue conceptuel, sans faute. Il n'y a pas de faute logique, quoi. Les syllogismes sont bons. Et donc je dis, est-ce que vous avez pensé que ça pouvait être ça? Par exemple, sur les gays, sur le féminisme, que ça pouvait aussi servir à ça, qu'il y a cette dimension que vous n'avez pas vue. Moi, j'aime bien montrer la face cachée. Hein, ce qui ne dit pas d'ailleurs, par exemple, sur le féminisme, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'émancipation des femmes, etc. Je ne dis pas que c'était mieux avant. Je dis, est-ce que l'émancipation des femmes, c'est pas aussi qu'à un moment donné, on avait besoin de mettre les femmes au travail pour qu'elles aient un salaire et pour qu'elles consomment? Parce qu'en étant femmes au foyer, elles échappaient à la sphère de la consommation et que la société de consommation contemporaine avait besoin d'élargir sa masse de consommateurs et qu'il fallait que les femmes rentrent dans le circuit. Donc est-ce que ce n'est pas, finalement, mettre les femmes au travail? Est-ce qu'on n'a pas mis les femmes au travail? Est-ce que réellement, par exemple, les femmes ont eu le choix de travailler ou l'obligation de travailler? Et je me dis aujourd'hui, est-ce que le luxe, c'est pas de femmes au foyer? Est-ce qu'il y a combien de femmes ont la possibilité d'être femmes au foyer aujourd'hui? Très peu. Elles sont obligées d'être salariées. Donc c'est ce genre de raisonnement paradoxaux que je mets en avant pour qu'on ait la totalité qu'on puisse penser à la totalité de la chose. C'est-à-dire, oui, effectivement, le travail est une liberté, mais c'est aussi une obligation. Or, une vraie liberté, c'est quand t'es pas obligé. Tu vois, si tu me dis, j'ai le droit de travailler, je dis, non, t'as non seulement le droit, mais t'es même obligé pour gagner ta croûte, et en plus, tu trouves pas de travail parce qu'il y a du chômage. Donc, d'un seul coup, cette espèce de pétition de principe un peu froide un peu stupide à force d'être coulée dans le bronze, et on voit qu'elle s'inverse totalement dans la réalité. Et moi, il y a un côté goût du paradoxe, mais derrière, il y a complexité, c'est-à-dire échapper à l'idéologie dominante, qui est quand même un système de slogans très pauvre. La femme est l'avenir de l'homme. Je dis, ah bon, pourquoi? Je ne dis pas que c'est faux ou vrai, je dis que c'est pas démontré. Qu'est-ce que l'avenir? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la femme? Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Pourquoi c'est tel mec qui l'a dit à telle époque? Justement, c'est des sujets vraiment, vraiment où on pourrait écrire un pavé dessus. Par exemple, sociologie du dragueur. Vous avez fait quand même beaucoup de ventes. Oui, ça se vend. Et c'est quand même à la fin d'avoir lu, après avoir lu Sociologie du dragueur, on sait ce qu'est un dragueur, on sait ce que vous avez été, on s'y connaît vraiment sur le sujet, vous l'avez vraiment développé. Alors que là, je veux dire, vous avez fait quand même des ventes, vous avez un style qui permet non plus de pas s'ennuyer comme un truc universitaire qui fait 500 pages. Oui. Donc c'est vrai qu'on attendrait quand même vraiment de développer sur des sujets vraiment. Est-ce qu'il y a besoin de. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les 3/4 des essais, on va parler dans des livres de Bruckner. Ils font 250 pages, ils pourraient en faire 20, en fait c'est un article, ils tirent sur un article en fait pour faire un livre. Est-ce qu'on a autant de temps à perdre que ça dans la vie moderne? Moi je suis désolé, si je peux vous expliquer la question du féminisme en 20 pages, pourquoi je le ferai en 200? Parce que l'université, c'est des trucs de nouveaux riches, c'est-à-dire qu'il faut que on m'a reproché que mon livre n'était pas assez épais. C'est un truc de crétin de dire votre livre ne fait pas 450 pages, c'est-à-dire que ça c'est du Bourdieu, c'est croire que le sérieux c'est l'épaisseur de bouquin, les notes en bas de page, non. C'est la qualité du raisonnement, je pense que ça peut aller très vite entre gens intelligents. Je pense qu'en 20 minutes, je vous explique à peu près la totalité de la problématique féministe depuis la société victorienne. Ça prend 20 minutes, c'est tout. C'est que moi je vais vite et je vais à l'essentiel. Et est-ce que c'est pas ça qui vous a posé des tours? Parce que justement, quand on fait référence à vous, c'est comme dire oui, si Nietzsche avait écrit moins d'aphorismes et plus de gros pavés, etc. Quand on fait référence à vous, on sort les petits. Quand on sort de votre abécédaire, on en sort 1, 2, je veux dire... bien sûr, si on les sort, mais si on sort des phrases isolées de leur contexte de n'importe quel livre, ça fait toujours le même effet, on sait très bien que c'est fait pour ça. C'est-à-dire que, moi, mon abécédaire, d'ailleurs c'est marqué, l'exergue, c'est le vrai, c'est le tout. C'est une phrase de Hegel, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la vérité, elle est dans la mise en relation de tous ces textes que j'écris qui sont censés essayer de faire un panorama de notre monde actuel. C'est ce problème il y a les gays, il y a la lutte des classes, il y a l'évolution de la lutte des classes, il y a le poids de l'Amérique, il y a la cause palestinienne, etc. Et je fais et ça crée un paysage global. Alors si vous me dites, on m'a reproché de dire oui, vous parlez beaucoup du problème israélo-palestinien dans mon livre. Je fais non. Je crois que 5 textes sur 6 sont sur un sujet totalement différent. Et c'est vous qui ne voulez voir que ça. Or, la réalité, c'est, effectivement, il y a 1/6 de féminisme, 1/6 de questions palestiniennes, 1/6 de rapport de classe, et je dis, la problématique actuelle, c'est
y a ces lignes de force qui jouent et qui interfèrent, et effectivement j'ai essayé de les restituer dans leur juste proportion. Mais celui qui est monomaniaque, mon adversaire, celui qui ne veut pas comprendre ou qui n'a pas intérêt à comprendre, eh ben, il pointe du doigt la phrase qui ne lui plaît pas, et puis il insiste dessus. C'est des procédés qui ont toujours existé. Le problème, c'est qu'est-ce que je ne peux rien y faire, moi. J'aurais pu écrire un bouquin universitaire de 450 pages, vous prenez une phrase, vous l'isolez de son contexte, ils font mieux que ça dans la presse, parce que parfois même ils prennent la phrase, ils enlèvent des mots dedans, ils font des coupés-collés, et elle dit le contraire de ce qu'elle voulait dire au départ. Aude Lancelin, celle qui fait la minute blonde chez Culture et Dépendance, il y a beaucoup plus de dépendance que de culture, comme chacun a pu remarquer, s'est amusée dans un article du Nouvel Obs, pour démontrer que j'étais un auteur misogyne, je sais pas trop quoi, a dit que je faisais l'apologie du viol. Et comme elle n'a pas trouvé dans mes livres, parce que je fais pas l'apologie du viol dans mes livres, effectivement je parle de la complexité de la question du viol, hein, en voyant que le viol, par exemple dans l'affaire Mike Tyson, n'est pas la même problématique que le viol dans l'affaire Dutroux. C'est facile à comprendre. Et ben comme elle trouve pas les phrases qu'elle cherche, et qu'elle est paresseuse, et puis surtout qu'elle fait un travail de police, hein, c'est-à-dire de destruction de flics instrumentalisés et d'idiotes, alors elle prend une phrase et elle enlève des mots dedans, vous voyez, et la phrase à la fin dit le contraire de ce que dit la mienne. Alors j'envoie au journal la vraie phrase, je dis je vous demande de mettre la vraie, puisqu'elle dit le contraire, et ils le font pas de droit de réponse. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? C'est, si moi, dans ce qu'on se dit là, vous coupez des mots au montage, et je vous dis... si je vous dis j'ai croisé Jean-Marie Le Pen et j'ai voté Chevènement, vous coupez et puis ça dit j'ai voté Jean-Marie Le Pen, et puis que si je vous fais un procès on dit non, c'est vos mots, ils les agencent comme ils veulent parce qu'ils ont le libre choix de prendre ce qu'ils veulent dedans. Qu'est-ce que je peux répondre? Et en fait on en est là aujourd'hui en France, on en est strictement là, et la loi en est là, c'est-à-dire qu'on dit non, ils ont le libre à eux de choisir des extraits, mais si vous enlevez le ne pas, vous voyez, et que la négation d'une affirmation, on dit ils ont le droit d'enlever 2 mots dans la phrase, ça s'appelle un extrait. On en est là aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux rien faire, c'est-à-dire que je suis en justice. Mais je perds en justice, vous rigolez ou quoi? Vous croyez que ça existe la justice en France? Vous avez vu des pédophiles sérieux condamnés? Quand il y a le procès d'Outreau, c'est que des innocents pauvres qui partent au trou, alors que on sait que la pédophilie de riches, personne ne va jamais au trou. Je veux dire, il suffit de s'intéresser à ce genre de sujet, ça n'existe pas la justice, c'est une mascarade. Je veux dire, c'est-à-dire que si vous n'avez pas des puissants réseaux derrière vous, et si vous n'êtes pas dans le sens de l'idéologie dominante, vous en prenez plein la gueule, ou alors il faut 25 ans de combat acharné pour à la fin avoir raison. Et pendant ce temps-là, vous êtes épuisé dans un combat stérile. C'est-à-dire que moi, j'écris des bouquins, comme on sème des graines dans une terre aride, et puis de temps en temps, il y a une fleur qui pousse. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme vous qui viennent me voir et qui ont compris ce que j'écrivais. Mais les gens qui peuvent me traiter de fasciste, d'antisémite, de misogyne, d'homophobe, de tout ce qu'ils veulent, et même ce qui est le plus drôle, c'est que Finkielkraut se permet de le faire. Alors que je vous signale que si vous prenez ce qu'il écrit, à 90%, c'est strictement le même contenu que mes livres. C'est-à-dire que non seulement il écrit pratiquement la même chose que moi sans aller au bout du raisonnement, mais en plus il flingue la concurrence. C'est-à-dire qu'on est sur le même créneau un peu. Et donc, et il m'assassine en même temps, vous voyez. Et Elisabeth Lévy a fait la même chose. Elle a écrit Les Maîtres censeurs au moment où je sortais Socrate à Saint-Tropez, et elle a flingué mon livre pour que le sien se vende, parce qu'il y avait beaucoup de proximité. Les 2 livres étaient très chevènementistes à l'époque où c'était pas la mode. Parce que c'est Chevènement qui a réhabilité ce discours républicain, national, le premier qui a dit sauvageon, avant que les autres disent racaille, vous voyez, il y a eu un crescendo. Et ça, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire, qu'est-ce que vous voulez dire? On a bien crucifié Jésus, je veux dire, bon, alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on... Hein, quand on sait ça... Non, je veux qu'on prenne l'idéologie sioniste pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se masquer, c'est pas une idéologie de gauche. Hein, mais après, on n'est pas obligé d'être de gauche. Je veux dire, c'est comme exactement de dire oui, les Français ont colonisé parce que c'est quand même une idéologie colonialiste. On n'est pas obligé d'être contre le colonialisme. On n'est pas obligé de s'excuser d'avoir été les plus forts et d'avoir réussi à dominer d'autres peuples. Dans le temps, si vous lisez les Grecs, ils sont très fiers de battre les Perses et de dire que l'hoplite grec est le meilleur combattant du monde antique. Pourquoi on aurait honte d'être supérieur et gagnant et victorieux? Pourquoi il faudrait toujours être l'inférieur et le perdant? Et c'est cette question que je veux qu'on se pose. C'est-à-dire que je ne suis pas antisioniste, mais je ne veux pas qu'on me dise que le sionisme est une idéologie de gauche. C'est tout. Et je dis à ce moment-là, il faut assumer. C'est tout le problème. Or, si je dis le sionisme c'est une idéologie de droite, et même aujourd'hui elle tend même à devenir une idéologie d'extrême droite dans le contexte actuel, puisqu'elle se radicalise, je me fais traiter de fasciste par ces gens-là. Je dis, non, il faut arrêter. Je veux dire, on ne peut pas me traiter de fasciste parce que je critique le général Sharon. C'est pas possible, ça c'est obscène. C'est dangereux pour l'intelligence. Hein,
Mais par contre, je dis Sharon, il a sa logique, il a sa vision du monde, il l'assume. C'est tout. C'est que moi, je fais un travail d'intellectuel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'essaie de voir la cohérence des discours, et, où est-ce que ça se situe par rapport à l'histoire de la pensée, dans quelle famille ces gens-là se situent, et si à un moment donné, ils ont le droit ou pas le droit moralement de critiquer d'autres gens en fonction de ce qu'ils sont. C'est ça le problème. Or, moi, ce que je remarque, c'est que les sionistes s'appuient en France sur une tradition de gauche pour avoir le droit d'être sioniste, puisqu'ils vous traitent d'antisémites si vous critiquez. Hein. Si vous faites le parallèle avec des idéologies qui leur ressemblent, ils vous insultent comme un dément, alors qu'en réalité, on sait très bien que le maître à penser de la droite israélienne sioniste aujourd'hui, qui s'appelle le Likoud, c'est un penseur qui s'appelle Jabotinsky, hein, qui est le penseur du sionisme de droite, et que le maître à penser de Jabotinsky, c'était Mussolini, et que eux-mêmes d'ailleurs portent des chemises brunes, hein, c'est l'origine du bétard, je vous signale, hein, ce sont des fascistes juifs. Bon bah, pourquoi il y aurait... Ça se défend, je veux dire, à la limite, c'est une vision du monde. C'est une vision conquérante, c'est une vision dominatrice. On a le droit d'être conquérant et dominateur si en plus, effectivement, on incarne des valeurs qui sont plutôt supérieures. C'est possible. Le problème, c'est qu'on ne peut pas demander à la gauche de vous absoudre et de vous protéger alors qu'on professe des idées de droite. C'est ce que disait déjà Georg Lukács à propos de Sartre, qui disait le problème de Sartre, c'est qu'il veut fonder une éthique de gauche sur une épistémologie de droite. C'est-à-dire que le maître à penser de Sartre, c'était Heidegger. Et Heidegger, c'est quand même le recteur nazi de l'université de Freiburg, et la pensée d'Heidegger, elle est très respectable, mais c'est une pensée profondément de droite, vous voyez. Et c'est le maître à penser d'ailleurs de Finkielkraut. Et d'ailleurs, on découvre aujourd'hui que Finkielkraut, c'est quand même assez facile de démontrer qu'il devient de plus en plus de droite, puisqu'il tient des discours qu'on n'oserait pas tenir Le Pen. Mais à la limite, c'est pas pour ça que ces discours ne sont pas quelque part fondés et cohérents. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est ça un intellectuel. Quand je dis Voltaire, c'est très intéressant, mais aujourd'hui Voltaire serait un thatchérien. Donc la gauche se déplace dans l'histoire, et il ne faut pas confondre la gauche de Voltaire et la gauche de Rousseau. Et c'est peut-être pas pour rien que Voltaire a fait fortune dans le commerce des esclaves et le trafic d'armes. Hein. C'est la gauche. À l'époque, cette gauche était en fait une pensée libérale, et c'est l'origine de la droite bourgeoise. Vous voyez, c'est rester intelligent. Ce que je demande, c'est que les gens restent intelligents et cultivés, c'est tout. Donc je ne suis pas anti-sioniste au sens... parce que anti, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire quoi? Ça existe. Simplement, je réclame le droit de critiquer le sionisme comme idéologie et de dire de quoi cette idéologie est faite, et effectivement de contester qu'elle s'appuie, qu'elle prétende se justifier par des valeurs de gauche. Voilà, c'est tout. Et si vous arrivez à vos fins, en rêvant un peu, qu'on redéfinisse bien le sionisme, est-ce que après... Là, vous les critiquerez plus. Je veux dire, la politique coloniale, ça vous dérange pas? C'est pas que ça me dérange pas. Ça me dérange quand elle est honteuse, cachée, malhonnête. Mais si après, elle est cachée, honteuse et malhonnête, ça vous dérange plus? Mais toute l'histoire du monde est une histoire coloniale. C'est-à-dire, à un moment donné, le monde arabe, c'est quoi? C'est des nomades dans la péninsule arabique qui conquièrent le monde, hein, entre le 7e siècle et le 12e siècle. Toute l'histoire est une histoire de conquête. Il faut quand même y revenir. Même quand Cortés écrabouille les Aztèques c'est un empire également conquérant au niveau de l'Amérique de l'époque. Simplement, je me pose des questions, je me dis, bon, le monde est de plus en plus petit, on est de plus en plus nombreux dessus, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, on arrive à une espèce d'écologie politique où on partage et où on discute, parce que ça, dans un monde de plus en plus encombré, avec une puissance technologique qui permet une violence de plus en plus dévastatrice, peut-être que prétendre encore à une idéologie de conquête, ça devient réellement dangereux pour l'humanité. On peut peut-être faire la paix, la fraternité, blabla. Je me pose toutes ces questions. Mais je ne suis pas dans l'anathème religieux. Tu sais, j'ai tellement entendu toute ma vie, moi qui viens de la gauche et de l'extrême gauche, le mot fasciste servir pour l'orthographe, pour Michel Sardou, pour le général de Gaulle, pour tout et n'importe quoi, que ça m'insupporte. Le mot fasciste ne veut rien dire aujourd'hui. Hein, donc à un moment donné, je dis, par exemple, oui, vous avez dit fasciste, c'est comme une injure, c'est comme l'automobiliste qui dit PD au mec qui lui refuse une priorité. À un moment donné, je dis, qu'est-ce que ces mots-là veulent dire, historiquement, conceptuellement? Et je demande qu'on revienne au sérieux, c'est tout. Après, je sais pas, moi-même, je sais pas. Vous n'avez pas réfléchi à la question? Non, c'est pas que j'y ai réfléchi, mais j'ai pas de question définitive. Il me semble que le colonialisme est passé de mode, n'a plus de sens aujourd'hui par rapport au monde actuel. Et que ceux qui pratiquent le colonialisme en ce moment, ce serait plutôt les États-Unis d'Amérique, par exemple, que le discours anticolonial absolu, systématique, qui est une espèce de rhétorique religieuse, est à peu près aussi stupide et aussi dangereux que le discours néocolonialiste,
Moi, ce que je crois le plus dangereux, c'est la bêtise. L'incantation, vous voyez, traiter facho, dire colon. Ça devient contre-productif. Et surtout, ça devient un truc finalement d'ado qui lit Libé et qui répète des espèces de slogans. Et on le voit bien en ce moment, puisque on voit bien que les professionnels de l'antiracisme aujourd'hui, si je prends Finkielkraut, tiennent des discours à 180 degrés par rapport à ceux qui tenaient il y a 10 ans. Et on peut se poser des questions. Quand il dit l'équipe de foot française black, black, black est la risée de l'Europe, c'est-à-dire qu'il pointe du doigt qu'il n'y a que des noirs dans l'équipe de football, alors qu'il me semble qu'on sélectionne les meilleurs joueurs, je ne pense pas qu'on les sélectionne pour leur couleur. Dans l'équipe d'athlétisme des États-Unis, il n'y a que des noirs aussi. Hein, il se trouve qu'ils courent plus vite que les prix Nobel juifs. Voilà, on les prend pour ce qu'ils font. Ce qui est étrange, c'est que si c'est Jean-Marie Le Pen qui avait dit ça, il aurait des gros ennuis, et quand c'est Finkielkraut qui le dit, ça passe. Alors je me dis, tiens, c'est bizarre. Et ça m'amuse même, je me dis, c'est rigolo de voir que aujourd'hui, les gens qui nous ont inculqué au forceps toute l'idéologie de gauche post-68arde tiennent des propos de fascistes, qu'on aurait attribué à des fascistes il y a encore 2-3 ans. Vous voyez, moi, je me suis fait traiter de facho par le Nouvel Obs quand j'ai sorti l'abécédaire de la bêtise ambiante. Et aujourd'hui, je vous garantis que le fond idéologique de l'abécédaire de la bêtise ambiante, c'est le fond idéologique du Nouvel Obs d'aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que finalement, ils m'ont traité de facho pour s'aligner sur mes analyses 3 ans après. Et ils ne sont ni fachos ni moi. Simplement, ils étaient sur des espèces de présupposés complètement qui s'étaient essentialisés, complètement fixés sur l'antifascisme, le libertarisme, l'idéologie adolescente. Et à un moment donné, on voit que ces valeurs sclérosées ne correspondent plus à la réalité et deviennent carrément des œillères. Et qu'à un moment donné, il faut arrêter. Ça marche plus. Hein, et voilà, donc moi je ne suis anti-rien, ça veut rien dire. C'est comme les gens qui étaient anticommunistes à l'époque. Il y avait un phénomène qui s'appelait le communisme, qui séduisait beaucoup de pays du tiers-monde, qui avait eu qui avait explosé dans le monde réel, et ce qui était intéressant, c'est d'expliquer pourquoi, de comprendre. C'est comme de dire aujourd'hui que l'islam a tendance dans les pays du tiers-monde à gagner sur l'hindouisme, l'animisme, etc. C'est pourquoi. La question, c'est de savoir pourquoi. C'est de savoir si je suis pas plus anti-musulman que anti-judaïque que anti-catholique. Je suis anti-rien. J'essaie de comprendre comment ça marche, pourquoi il y a des choses qui montent, d'autres qui descendent, qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça coûte, est-ce que c'est fonctionnel dans une société donnée, pourquoi ça paie plus aux riches qu'aux pauvres ou inversement. Mais une fois que vous comprenez, vous avez bien un avis et une position après. D'abord, j'ai une position, moi, qui peut être aussi individuelle, en tant que Français, moyen, de la bourgeoisie catholique aux yeux bleus, oui, mais ce qui ne veut pas dire que c'est l'intérêt de la France, ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit avoir mon avis. C'est-à-dire que moi, j'essaie de comprendre le point de vue, j'essaie de voir que dans la France, il y a des groupes, il y a des personnalités collectives, il y a des groupes, et qu'ils ont des points de vue, qui sont des points de vue, c'est-à-dire de là d'où ils voient les choses. J'essaie de comprendre comment ils voient les choses. C'est-à-dire j'essaie de comprendre comment les femmes voient le monde, par exemple. J'ai fait ça dans mes bouquins. Comment un prolétaire voit le monde, comment un bourgeois voit le monde, comment un enfant qui n'a pas été aimé par sa mère voit les femmes. En fait, tout mon travail qui s'appuie sur la sociologie de Lucien Goldman a été de comprendre les points de vue. Qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que Dieu qui voit tout. Nous, on a des points de vue. C'est identifier son propre point de vue. Pourquoi je vois les choses comme ça? Et après, comment les autres les voient? Combien y a-t-il de points de vue? Est-ce qu'ils sont conciliables? Et quel point de vue, ou quelle synthèse de point de vue peut incarner l'intérêt général, qui était le problème de Rousseau? C'est-à-dire celui qui est le moins nuisible à la communauté, aux gens qui vivent ensemble et qui sont obligés de vivre ensemble. Voilà, ça c'est mon boulot. Et en fait, dans mes bouquins, il y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup de critiques de gens qui affirment, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas anti-féministe, je me moque des certitudes des féministes, et de leur naïveté, et de la manière dont elles se font instrumentaliser. Et j'ai surtout démontré que les féministes étaient souvent les idiotes utiles du marché, voilà. Mais je n'ai pas dit qu'il n'était pas légitime qu'une fille de la bourgeoisie à qui on dit « tu feras des gosses et tu feras du repassage », ait envie de faire des études et qu'elle ne soit pas douée pour les études, c'est pas la question. Mais j'explique comment à un moment donné on lui donne beaucoup la parole, et j'essaie de comprendre pourquoi à un moment donné, dans les médias dominants, parce que je pense qu'il y a un lien entre les médias et le pouvoir, choisissent de donner la parole à des femmes pour que les gens du peuple et de la masse aient tendance à comprendre, à force de répétition, que la femme serait l'avenir de la société, qu'il faudrait que la solution, ça serait de mettre des femmes de plus en plus, par exemple, au pouvoir. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est... en général, je me dis que c'est pas juste du premier degré. Est-ce qu'un monde où il y a plus de femmes est un monde plus à gauche? Alors je dis, par exemple, je me pose la question, puis je dis, Margaret Thatcher, elle n'en est pas vraiment l'illustration.
est-ce que les pays où il y a des femmes politiques sont des pays moins obscurantistes? Et là, je fais remarquer qu'il y a toujours eu beaucoup plus de femmes politiques à haut niveau dans les pays musulmans, et notamment le Pakistan, Inde, et là où il y en a de moins, c'est dans nos pays à nous. C'est-à-dire que nous qui donnons des leçons de féminisme au monde entier, on est les derniers à mettre des femmes au pouvoir. Alors qu'il y a eu Indira Gandhi, si on fait une statistique des femmes de pouvoir, on voit que là où il y en a eu le plus, c'est dans les pays musulmans de la région indienne. Et ça, c'est quand même des choses qui vont contre l'idéologie dominante. Parce qu'on a l'impression que c'est nous les champions de l'émancipation de la femme. Et je dis donc c'est bizarre, c'est que finalement, c'est dans les sociétés musulmanes où il y a le plus de femmes de pouvoir. C'est intéressant, c'est des paradoxes. Qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus qu'il ne faut pas trop simplifier les choses. C'est plus compliqué que ça. Et puis qu'il y a peut-être des manipulations, et puis que voilà. Parce qu'il me semble, moi, c'est mon message, que quand on a une vision complexe des choses, et qu'on se rend compte que le monde est complexe, il est beaucoup plus difficile d'être violent. Voilà. Enfin, de vouloir se dire... c'est-à-dire qu'on peut difficilement se dire si on tue ce mec-là, ça va aller mieux, parce que c'est pas vrai. Chaque fois, le problème, c'est qu'est-ce que ça a apporté. C'est-à-dire, je peux poser la question sur le régime hitlérien, qu'est-ce que Hitler a apporté à l'Allemagne? Est-ce que ça a amélioré leur situation? Non. Donc l'analyse n'a pas amené grand-chose concrètement sur la qualité de vie des Allemands, le nazisme. Ça, c'est un bon travail. Ça, c'est-à-dire finalement, ça a été pire après. Voilà. Ça les a mis dans la merde. Voilà. Ben, ça, c'est fonctionnel. Donc, une bonne raison de ne pas être nazi. Vous voyez, c'est que finalement, c'est une idéologie qui a fait beaucoup de mal à l'Allemagne. Voilà, ça c'est intéressant. Et puis après, on peut se dire, pour revenir au sionisme, sans faire de lien évidemment, est-ce que le sionisme religieux extrémiste qui a pointé du doigt Dieudonné, en gros, va aider Israël à affirmer sa position dans la communauté des nations? Est-ce que c'est bon pour Israël ou est-ce que finalement ça fait du tort à Israël? Je pense que ça fait du tort à Israël. Et je pense que Sharon l'a compris. Il a viré les colons de la bande de Gaza et il est en train de dissoudre le Likoud pour se repositionner un peu plus à gauche. Donc finalement, qu'est-ce qu'on me reproche? C'est d'avoir dit quelque chose avant Sharon et que je ne suis pas Sharon, c'est tout. Il fallait attendre que Sharon le dise pour que ce soit audible, c'est ça? C'est-à-dire qu'en gros, j'avais pas le droit de parler sur un sujet parce que je faisais pas partie d'une communauté, c'est ça? C'est-à-dire qu'on me déniait, moi, en tant que Français d'origine chrétienne aux yeux blonds, aux yeux bleus, d'avoir une pensée intelligente sur un sujet. C'est ça qu'on m'a reproché. On l'a souvent reproché. Vous n'avez pas le droit de parler des femmes, vous n'avez pas le droit de parler des juifs, vous n'avez pas le droit de parler des musulmans, parce que vous n'en êtes pas. Voilà. Et ben, je pense qu'un intellectuel, c'est pas ça. C'est un mec qui s'intéresse à des sujets, qui parle sur beaucoup de sujets. Enfin, parce qu'il a travaillé, c'est tout. Et moi, on me reproche d'ouvrir ma gueule sur trop de sujets, et on me reproche surtout d'être pertinent. C'est-à-dire, ce qui est agaçant, c'est que souvent ce que je dis est pertinent. C'est ça qui agace, parce que si je disais n'importe quoi et que des conneries, j'aurais aucun problème. On dirait c'est un baboule. C'est-à-dire que quand on a des ennuis, souvent c'est qu'on dit des choses pertinentes. C'est le signe qu'on est près de la vérité quand ça chauffe. Ça, j'ai remarqué. Sur le droit de vote aux femmes, c'est arrivé en quelle année en France? 45. 45. C'est un des derniers pays d'ailleurs qui est donné. Et j'ai fait remarquer effectivement que c'était plutôt la gauche qui était réticente et la droite catholique qui était pour. Parce que les analyses politiques de l'époque se disaient que si les femmes se mettaient à voter, ça ferait basculer le pouvoir à droite, parce qu'elles sont, à cause de l'influence de l'Église catholique sur la française moyenne un peu bigote. Vous voyez, il y avait des analyses sociologiques, et d'ailleurs, on a vérifié que quand les femmes ont eu le droit de vote, ça n'a pas fait passer la gauche, ça a fait plutôt basculer à droite. Et les premiers, c'était qui à donner? Enfin, c'était à quelle époque plutôt? À donner le droit de vote aux femmes? Peut-être les pays nordiques, je sais pas. Parce qu'en Corse, quand il y a eu la Corse indépendante au XVIIIe siècle, sous Pascal Paoli, les femmes avaient le droit de voter. Oui, c'est une constitution, d'ailleurs, c'est Rousseau qui a bossé sur la constitution corse, je crois, qui était très très progressiste et très en avance. Et tout ce nationaliste qui a été récupéré. Oui. Et sur la Corse, c'est un sujet très intéressant aussi, c'est très complexe la Corse, moi ça m'intéresse. C'est-à-dire si la République était ce qu'elle devrait être, on devrait dire que les Corses devraient se soumettre à la République et sortir d'une vision, on va dire, un peu razzia vendetta, qui serait une vision un peu tribale. Mais la République n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et finalement, est-ce que les Corses, c'est pas à une échelle plus petite ce que la France de Chirac et Villepin a essayé de faire aux Nations Unies face aux injonctions des États-Unis d'Amérique quant à la guerre d'Irak? Est-ce que c'est pas un peuple qui refuse de se soumettre à la mondialisation, au métissage comme idéologie obligatoire, et qui essaye de sauver une qualité de vie? On peut se poser la question, c'est légitime. Finalement, est-ce que le peuple corse n'est pas un modèle? Est-ce que les Français ne devraient pas faire à l'échelle de la France ce que les Corses font à l'échelle de la Corse? C'est-à-dire ne pas se soumettre aux injonctions
d'une puissance qui les écrase et dont ils ont conscience plus ou moins intuitivement qu'elle va faire baisser leur qualité de vie. On peut se poser la question. Voilà, on peut aussi avoir un certain respect pour les Corses. Nous, en France, on subit les radars de Sarkozy. Je suis sûr qu'en Corse, les radars doivent avoir une espérance de vie un peu moins longue qu'en France. C'est-à-dire que c'est peut-être une forme de civisme, ça. Genre de ne pas se laisser emmerder quand ils ont le sentiment que c'est pas pour leur bien. C'est compliqué. C'est-à-dire que moi, j'ai dit beaucoup de mal des Corses. Aussi parce que c'est un jeu, il y a un jeu de provocation. Et puis finalement, je me dis, dans la période actuelle, ils ont quand même une forme de ils ont quand même une certaine virilité, quoi. Et la virilité, c'est pas forcément une valeur négative aussi, hein, c'est pareil. C'est pour conclure, je revendique le droit de critiquer le sionisme, parce que c'est un travail intellectuel à faire, etc. Mais dire que je suis anti-sioniste absolument, non, parce que d'abord c'est très loin de mes préoccupations, hein, moi je suis français, hein, c'est-à-dire que de savoir ce qui se passe en Palestine et de mettre une énorme énergie pour intervenir par rapport à un camp ou l'autre, ça n'a pas beaucoup de sens. Mon problème c'est la France, hein, je veux le rappeler quand même, hein, c'est le pays dans lequel je vis, c'est ce qui me fait souci. Je pense que les Français sont très peu antisémites et qu'ils ont bien compris aujourd'hui que quand on critiquait Israël, on avait des gros ennuis. Donc ils sont lâches. Oui, non, ils sont pas lâches. Ils ont leur vie à vivre, ils ont des enfants à nourrir, ils ont un travail précaire. C'est pas leur sujet. C'est un luxe déjà de pouvoir avoir des idées sur des sujets aussi loin des préoccupations quotidiennes. Ils regardent les gens, leur problème c'est de payer leur crédit et d'envoyer leurs gosses à l'école et de les nourrir. Donc ils s'en foutent. Ils ont en gros compris que Dieudonné n'était pas un nazi. Et ils ont bien compris que tant que Dieudonné tapait sur le français blanc en étant antiraciste, anti-Front National, c'était le chouchou des médias. Et puis que depuis qu'il a critiqué Israël, en gros c'est devenu le Le Pen noir. Les Français sont pas si cons, ils ont compris qu'effectivement c'était bizarre quoi ce changement. Voilà. Mais puis globalement ils se disent bon bah ils aiment bien Dieudonné parce qu'ils aiment bien les gens courageux, et ne l'étant pas eux-mêmes, ils aiment bien que les autres fassent le boulot à leur place. Et puis voilà. Et il est drôle en plus. Et puis il est drôle, il a du talent, puis qu'on voit que c'est quand même un mec qui a un bon fond. Ça se sent. Enfin je veux dire, il faut avoir un peu d'intuition humaine quoi. Je pense que les Français comprennent que Dieudonné est plus un être humain émouvant et chaleureux que Bernard-Henri Lévy. Je pense que tout le monde l'a compris. D'ailleurs, la preuve, il s'est intéressé, il a débattu avec vous parce que le premier texte que vous avez écrit sur lui était quand même... Oui, c'est bien de le remarquer, oui. Je me foutais de sa gueule au début. J'ai écrit un texte qui s'appelait Dieudonné l'esclavagisme, où je lui démontrais, par la sociologie, qu'il avait plus de chances de descendre d'un marchand d'esclaves que moi. Et le problème, c'est qu'il m'a écrit en disant, effectivement, vous avez raison. Il manquait de finesse, il manquait de culture un peu quelque part. C'est un mec qui vient du show business, hein. Il est plein de bonne volonté, mais il manquait un peu de culture de fond. Et moi, bah, grâce à la lecture de mes livres, il s'est un peu instruit, quoi, voilà. Et puis après, bon, bah, il a des histoires qui lui sont personnelles. On s'est beaucoup acharné contre lui, il s'est défendu. Moi, j'ai un très grand respect pour les gens qui ont du courage. Hein. Il a été courageux. Et il vous lâche pas aussi. Non, mais il n'y a pas de raison de se lâcher ou pas se lâcher. Il y a simplement que... Non, mais chez Ardisson, par exemple. Oui, quand on lui a sommé de me chier dessus chez Ardisson et qu'on lui a dit que c'était le ticket pour revenir, il s'est pas abaissé à ça. Bah, ça prouve que humainement, ça veut dire qu'il n'aurait pas non plus écrit à la police pour dénoncer les Juifs pendant la guerre, c'est clair. C'est-à-dire que je pense que Dieudonné ou moi, on n'est pas le genre de gens qui écrivons à la police. On n'est pas le genre de gens qui auraient... Je pense qu'on aurait plutôt protégé les Juifs pendant la guerre. Le problème qu'aujourd'hui, c'est est-ce que les Juifs, il faut les protéger? Est-ce qu'ils sont en danger en France? Je pense pas. Voilà, donc c'est pas... Si tu veux, mon bon cœur protecteur ne se tourne pas directement vers cette communauté parce que je pense que c'est pas la communauté la plus en danger en ce moment. Et je pense que c'est un peu de la tartufferie de prétendre avoir le courage de défendre Bernard-Henri Lévy aujourd'hui. Vous voyez, il faut être particulièrement escroc pour se dire je suis un intellectuel courageux, je vole au secours de Bernard-Henri Lévy en danger. Non, ça c'est à d'autres. Voilà, donc je ne vole pas au secours de Bernard-Henri Lévy parce que je pense qu'il n'a pas besoin. Hein, c'est tout. Dieudonné a plus besoin de soutien. Voilà. Et puis aussi de critique, mais de critique généreuse. C'est-à-dire que moi, de temps en temps, je lui dis fais gaffe à ça, fais pas ci, va pas trop loin par là. Ça sert à quelque chose. Mais faire ce qu'a fait Charlie Hebdo, c'est-à-dire faire une couverture où on voit le crâne, la tête de Dieudonné avec un tout petit cerveau dedans, même Minute ou le Crapouillot n'aurait jamais osé faire ça. Hein. Tout à l'heure, vous laissiez un peu entendre que, en gros, les intellectuels juifs médiatiques qui s'expriment dans les journaux... Ça, je l'avais fait entendre hors antenne. Hein. Ouais. Approuvé. Enfin, qui avait une espèce de parano de l'antisémitisme. Mais par exemple, un type comme Jean-François Kahn,
Il n'est pas juif, Jean-François Kahn? Il n'est pas juif? Non. Il a un nom juif, mais il est catholique de père. Son père était un athée, lui est catholique, et il s'en fout complètement. Il est d'ailleurs... C'est le problème, c'est qu'est-ce qu'il est juif, alors? Comment? Il dit qu'il est juif. Non, il ne le dit pas. Ah, si. Non, puisque même je crois que Kuckerman a dit qu'un jour où Jean-François Kahn s'est exprimé, il a dit de toute façon il n'est même pas juif. Ce qu'ils ont entendu d'ailleurs, pour en parler, il faut être juif. Alors je te fais une révélation, Jean-François Kahn est ce qu'on pourrait appeler un demi-juif, ce qui est étrange, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est comme un demi-noble, c'est par la cuisse, gauche, droite, je sais pas quoi. C'est que Jean-François Kahn ne se positionne pas comme juif. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un juif? C'est quelqu'un qui le prétend. Moi je ne dis pas que Finkielkraut est juif, c'est lui qui le dit. Donc j'enregistre, et Finkielkraut se positionne comme juif. Il dit, moi, juif, Finkielkraut. Jean-François Kahn ne se positionne pas comme juif. Alors moi, je ne pense pas qu'il faille faire une analyse de sang pour pouvoir savoir qui est juif ou qui l'est pas. Je ne suis pas raciste ni racialiste. Je pense qu'un juif, c'est quelqu'un qui a décidé de l'être, et qui croit qu'il l'est, et qui a envie de l'être. Alors Jean-François Kahn n'est pas juif. Parce qu'en tout cas, dans un papier, il disait que lui, en tant que juif, il ne connaissait pas la France antisémite de Bernard-Henri Lévy. Ah bah oui, mais il a dit, moi, en tant que juif, pour qu'on ne lui mette pas une gifle au moment où il avait parlé, parce que c'est-à-dire que j'ai le droit de parler de ce sujet, ça veut dire. Mais lui-même, oui, c'est avec un nom à consonance juive, et qui pourrait avoir des origines juives, voilà, ça veut dire ça. C'est comme si moi, pour avoir le droit de parler, je dis en fait je m'appelle Soral, mais mon grand-père s'appelait Solal, il a changé de nom en 43, j'avais oublié de le préciser, et d'un seul coup j'aurais le droit de parler. Voilà, c'est ça. Est-ce que j'ai besoin de préciser ce genre de choses? Non, normalement non. Ce qui compte, c'est la valeur du raisonnement, non? Et puis l'honnêteté supposée du type, quoi. C'est-à-dire que je ne suis pas repris de justice, j'ai pas tué de gosse, voilà. Bon bah voilà, Jean-François Kahn a une position d'intellectuel de type chauvinementiste, et le traité d'intellectuel juif serait de l'antisémitisme. Ça, parce que rien dans son discours ne se positionne. Alors que de dire que Finkielkraut est un intellectuel juif n'est pas de l'antisémitisme, parce que lui-même se positionne en tant qu'intellectuel juif. Il le revendique, il le dit, il le proclame. Voilà. Donc c'est là où il faut être précis. Hein? C'est-à-dire que si Finkielkraut dit, voilà, je suis intellectuel juif, et vous lui dites, ah, vous êtes intellectuel juif, aujourd'hui, dans le climat actuel, on vous pointe du doigt en disant, vous avez traité Finkielkraut de juif. Je dis, non, j'ai admis ce qu'il m'a dit, j'ai admis son positionnement d'intellectuel juif. Ce qui n'est pas une injure. Simplement, bon, j'enregistre que Finkielkraut est un intellectuel juif, voilà, et qui parle en tant qu'intellectuel juif. Après, c'est qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça existe même, est-ce que c'est un truc monolithique, est-ce qu'il y en a plusieurs, voilà. Mais c'est ce débat qui est complètement vicié en France, par des peurs, des tabous. Bon, il y a eu un passé, effectivement, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas le droit à l'intelligence et à la précision sur ce sujet. On n'est que dans l'anathème, la chasse aux sorcières, on est dans le religieux, quoi, hein. Ça nous renvoie plutôt à la période de l'Inquisition. Hein. Moi j'ai l'impression d'être Giordano Bruno là. J'ai osé dire que la Terre était ronde et je fais oh, excusez-moi, la Terre est plate, il n'y a pas de lobby et le saucisson est un fruit. Je veux dire, excusez-moi quoi. Oui, c'est ça, c'est là où on en est aujourd'hui, quoi. J'ai aucune haine, moi. Je veux dire pourquoi j'ai aucune haine, parce que j'ai aucune jalousie. C'est-à-dire que je n'envie personne, voilà. Je n'envie pas Bernard-Henri Lévy, je n'envie pas Finkielkraut, je n'envie pas Dieudonné, je n'envie pas Tariq Ramadan. Je me sens bien, quoi. Je veux dire, la nature m'a gâté. Vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous dites qu'à partir du moment où vous essayez d'expliquer les choses, il ne peut pas y avoir de haine, puisque vous essayez de comprendre. Non, oui, bien sûr, c'est comprendre l'autre. On peut pas comprendre l'autre si on a de la haine. Voilà. Et moi, ça m'est totalement étranger. La haine et la jalousie sont des sentiments étrangers. Non. Par contre, j'aime pas trop. Enfin, je ne suis pas masochiste. Vous voyez, quand quelqu'un me frappe, je tends pas l'autre joue. Je suis pas Jésus. Hein. Ma question, c'était alors pourquoi, par exemple, pour des personnes comme Alonso et tout, dans vos livres, vous écrivez des attaques telles que, par exemple, la montreuse de Jean-Cypre, je ne sais plus c'était dans quel livre. Parce qu'elle m'a tellement emmerdé. Il faut savoir que les chiennes de garde ont passé quand même l'essentiel de leur temps à demander mon interdiction sur les plateaux de télévision. Et à créer des espèces de pétitions en disant que j'étais en gros un monstre, et à demander que je sois interdit de plateau. Il ne faut pas oublier que ce soit Clémentine Autain, du temps où elle avait besoin de ça, ou Isabelle Alonso, elles passaient leur temps à demander mon boycott. Hein, donc je me défends dans cette affaire. Moi, j'ai jamais refusé de dialoguer avec Isabelle Alonso ou qui que ce soit. Je n'ai jamais demandé que quelqu'un soit exclu d'un plateau de télé. Je n'ai jamais eu peur de la confrontation et du dialogue, moi. Au contraire, j'adore ça. Mais c'est les autres. J'ai passé mon temps à être boycotté et à ce que des gens passent des coups de fil en douce à la commande en tour pour demander qu'on me vire. C'est ça la réalité, il faut la connaître.
Et vous pouvez, si vous voulez des témoignages, vous pouvez demander à Paul Vermus, à Guillaume Durand, à Thierry Ardisson, les pressions que ces gens-là ont subies quand ils voulaient m'inviter. C'est tout. Donc Isabelle Alonso, je me moque d'elle. D'ailleurs, on a très bien compris ce qu'était Isabelle Alonso. Enfin, je sais pas, l'histoire m'a donné raison. Hein. Elle en est où aujourd'hui? Sur le combat des femmes, elle cherchait une place à la télé, et puis c'est tout, et elle l'a vaguement trouvé. Et puis, est-ce qu'elle fait du bien au combat des femmes? Je pense qu'elle fait du tort au combat des femmes. Je pense qu'elle travaille pour la hausse de la misogynie en France, c'est clair. Parce que si on se dit que les femmes, c'est Isabelle Alonso, et que le féminisme, c'est Isabelle Alonso, c'est sûr que ça passe pas. C'est idiote, malhonnête, moche, enfin ça passe pas, quoi, je veux dire... Oui, parce qu'en plus, chez les féministes, on dit souvent qu'elles sont belles, j'ai remarqué, c'est la jolie Isabelle Alonso. On dit pas, pour valoriser un intellectuel masculin, on dit pas les beaux pectoraux de tel mec, on parle de leur discours. Or, chez les soi-disant les féministes, il y a toujours le physique. La jolie fitoussi, on lit des trucs comme ça, il y a toujours une petite... Alors en plus, elles sont moches, faut quand même arrêter de mentir, et deux, on s'en fout qu'elles soient moches ou belles, on n'a pas besoin d'être belle pour être une femme intelligente, non? Faut pas oublier quand même que la promotion se fait qu'au physique dans les médias sur les femmes. C'est à la paire de nichons et au regard, quoi, je veux dire. Donc c'est dégueulasse. On voit jamais un présentateur télé arriver avec un débardeur pour montrer qu'il a des biscottos et un moule bite pour montrer qu'il a un gros paquet, quand même, jamais. Je veux dire. Or, toute la promotion des femmes, soi-disant justifiée par le féminisme, se fait au physique. C'est autour de poitrine et à la bouche. Puisque même Elisabeth Lévy, qui est assez laide au début, se fait discrètement un peu refaire à chaque vacances pour essayer de terminer dans la peau d'Anne Sinclair. Je veux dire, on a bien vu, elle mettra des pulls en mohair à la fin. Et c'est évident que une intellectuelle médiatique aujourd'hui femme se dit il faut que je me fasse refaire un peu les lèvres, je vais me faire coller des faux nichons, etc. Enfin, on en est là. C'est ça le féminisme, c'est ça la promotion des femmes, c'est une escroquerie, quoi. Je veux dire, on a au moins le droit d'en rire, non? Donc voilà, et Isabelle Alonso n'est pas belle, elle est bête et elle est moche en plus. Les erreurs de parcours, j'ai fait que ça, moi, dans ma vie. Mais j'ai pas de parcours, c'est qu'il faut comprendre, c'est que j'ai pas de plan de carrière et je cherche pas de travail. C'est-à-dire que mon but, ce qui piège tous les gens que je connais, comme Bec BD ou même comme Tadei, c'est que leur but est d'être animateur de télé. Donc il faut qu'ils montent en grade dans une hiérarchie, face à des décisionnaires dont la fonction, en gros, est de créer de l'espace entre les pubs, vous voyez, de l'espace de disponibilité cérébrale entre les pubs. Donc c'est ça qui les piège. Moi, je ne cherche pas de travail parce que je suis issu des années 70 où le but c'était d'échapper au système. C'est-à-dire que tout mon travail et mon acharnement c'est d'échapper au salariat. C'est-à-dire à vendre ma force de travail à une puissance aliénante. Vous voyez ? C'est-à-dire que moi je suis profondément marxiste. J'essaie d'échapper au salariat. Voilà. J'essaie de rester libre. Donc je ne cherche pas à être animateur de télévision, j'ai pas besoin de ça pour draguer des femmes, parce que le but c'est de tirer des gonzesses chez tous ces gens-là, c'est que sans ça, ils baiseraient beaucoup moins. Donc il faut comprendre comment marche le monde. Ces gens-là, leur but c'est d'être animateur de télé pour pouvoir baiser des belles gonzesses, voilà. Et ben, quand on a ça dans la tête, on peut pas être un homme libre ni un intellectuel. Moi, je n'ai fait que des erreurs de parcours, parce que le bon parcours c'est le leur. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer animateur de télé, pour baiser des gourdes. Et ben donc, par rapport à cette détermination-là, je n'ai fait que des erreurs. Mais par rapport à ma question qui est comment rester libre et échapper à l'aliénation du salariat, hein, et ben j'ai fait ce que j'ai pu, dans un monde profondément hostile et qui m'est profondément défavorable. C'est évident que je ne suis pas du côté du pouvoir. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, et j'en ai fait finalement pas mal. J'ai réussi à publier des bouquins, à ce qu'ils soient lus, à faire pas mal d'émissions de télé, et puis effectivement j'ai dérapé une grosse fois, on y a fait allusion tout à l'heure, mais quand on n'arrête pas de vous pousser, de vous faire des croche-pieds, de vous mettre des coups de poing, des coups de pied, c'est comme le jour où on a reproché à Cantona d'avoir donné un coup de poing à un spectateur dans un stade. Le mec était en train de traiter sa mère de pute, quand même, faut pas oublier. Et Zidane, un jour, a mis un coup de pied à un footballeur en Italie. C'était le meilleur dribbleur du monde. C'est un joueur qui n'a pas besoin d'être violent. Il passait ses matchs à éviter qu'on lui casse les tibias à coups de crampon, quand même, faut pas oublier. Moi, c'est ça ma vie. Je ne me fais qu'insulter, diffamer toute la journée. Je peux pas vous dire tout parce que j'ai pas envie de vous faire pleurnicher et que c'est pas mon rapport au monde. Mais si je dois vous montrer les condamnations, les persécutions, enfin c'est objectif ça. Je passe mon temps à me faire emmerder, moi, à me faire diffamer. Je prends tous les coups au-dessous de la ceinture tout le temps. Je suis le méchant de service. Je suis le mec quand on invite sur un plateau, c'est pour se faire insulter. Le chauffeur fait répéter les gens avant pour qu'ils disent ouh quand je parle. Ouh, vous voyez ? C'est-à-dire que s'il y a Bernard Lévy qui est invité, c'est le tapis rouge.
est déroulé et on lui lèche le cul pendant toute l'émission. Et moi, le présentateur est là pour me déstabiliser, le public est là pour m'insulter, on me mettra toujours quelqu'un en face de moi pour je ne reçois que des coups bas. C'est-à-dire que je boxe à l'extérieur, dans un combat truqué, et je ne prends que des coups au-dessous de la ceinture. Alors, de temps en temps, effectivement, comme Tyson, à un moment donné, j'ai mordu une oreille. Mais il faut se rappeler que dans le combat de Tyson, l'autre lui mettait que des coups de boule, il lui avait déjà ouvert l'arcade. Hein. Il a commencé le combat uniquement en lui mettant des coups de tête. Vous voyez ? Et j'ai un certain respect pour un mec comme Tyson, dont je pense la fragilité est d'être un mec trop humain. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez perverti. C'est-à-dire quand on atteint un haut niveau dans la société, il faut pas rester trop pur, c'est certain. Sinon, on dérape. Vous voyez ? C'est une science de ne pas déraper. Mais c'est une science de quoi ? C'est une science de la diplomatie froide, c'est-à-dire d'éviter les sujets qui fâchent, de ne se mettre personne à dos. Et c'est ce qui fait que notre monde est devenu très ennuyeux. C'est-à-dire quand on regarde les émissions, même les émissions de Bernard Pivot en 75, ou des émissions de Pollack, il se passait beaucoup plus de choses sur les plateaux de télé. C'était beaucoup plus amusant. Aujourd'hui, le vrai problème qu'a le pouvoir aujourd'hui, quel qu'il soit, c'est l'ennui. C'est que cette connivence glaciale est très ennuyeuse et ne vend plus. Le Monde ne vend plus, Libé ne vend plus, ça ne vend plus. Les gens on s'emmerde, voilà. Donc moi, je remets un peu de chaleur dans tout ça, quoi, d'humanité. Et l'humanité, c'est ça aussi. C'est pas dire amen à tout ce qui se passe en espérant être augmenté, parce que en fait, finalement, on a réduit notre monde au monde du petit salarié, du petit employé de bureau qui monte à la soumission, à la lâcheté et à l'intrigue, vous voyez ? C'est le monde que décrivait très bien par son jeu de Funès dans les années 60. C'est-à-dire servile avec les puissants, méchant avec les faibles, vous voyez ? Et à l'époque, on nous montrait par l'humour une évolution anthropologique liée à l'expansion du secteur tertiaire, c'est-à-dire la mentalité de l'employé de bureau. C'est ce petit homme féminisé du tertiaire qui monte lentement avec son petit costard, en faisant le point dans sa poche toute sa vie, c'est-à-dire en faisant bien ce qu'on lui dit, en étant servile avec les supérieurs hiérarchiques, et se vengeant sur le stagiaire, vous voyez ? Ce monde-là me dégoûte, voilà, c'est tout. Donc moi je ne suis pas cruel avec les stagiaires, je n'ai jamais frappé sur les gens plus faibles que moi. Par contre, j'aime bien de temps en temps répondre un peu brutalement aux puissants, parce que je pense ainsi venger beaucoup de gens en France, qui d'ailleurs m'en remercient. Hein. Je reçois beaucoup d'emails pour me dire vous nous vengez de temps en temps, mais ça coûte cher évidemment. Mais est-ce que vous ne pensez pas que votre ton de pamphlétaire ça nuit à la portée de ce que vous voulez faire passer comme message? Je pense pas du tout. Alors je pense pas du tout parce que je vous le redis, si j'écrivais sous une forme universitaire et ennuyeuse, j'aurais vendu beaucoup moins de livres et j'aurais touché beaucoup moins de gens, je n'aurais touché que les universitaires. Alors moi ce qui m'intéresse c'est que le peuple, les gens du peuple qui pensent qu'a priori les livres et la pensée n'est pas faite pour eux, à travers mon style, découvrent qu'en fait ils y ont tout à fait accès. Il suffit d'avoir un cerveau qui fonctionne bien. Oui, or un plombier ou un mécanicien qui est capable de comprendre comment marche un moteur de bagnole, ce qui demande une grosse intelligence pratique, peut très bien comprendre comment marche une société si on fait l'effort de s'exprimer dans son langage. Ça s'appelle la pédagogie. Or, moi, l'inverse de ça, ça s'appelle le jargonnage. C'est-à-dire qu'il y a une vraie arnaque politique d'écrire la sociologie, la philosophie dans un langage inaccessible au peuple, pour bien qu'ils comprennent que c'est pas pour eux et qu'ils ne peuvent pas comprendre. Or, je pense que tout le monde peut comprendre, et que si les gens ne comprennent pas, c'est qu'on leur explique mal, c'est tout. Donc moi, mon style est un style qui est fait c'est un style qui s'appelle populaire, comme il y a du cinéma populaire. Alors, est-ce que le cinéma populaire est un mauvais cinéma ? Ça c'est la nouvelle vague qui nous a dit que le cinéma d'auteur c'était le bon cinéma et le cinéma populaire c'était le mauvais cinéma. Non, le cinéma d'auteur était un cinéma élitiste et prétentieux qui pouvait aussi être mauvais, comme bon, et le cinéma populaire ça peut être aussi des chefs-d'œuvre. D'ailleurs les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma c'est des films d'auteur populaires. Hein, mais Hitchcock aujourd'hui il serait méprisé par les intellectuels, je pense. Bah oui, puis surtout c'est populaire, c'est du cinéma intelligent qui s'adresse au peuple, c'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux de lecture. Et moi dans mes livres vous remarquez qu'il y a 2 niveaux de lecture. C'est très érudit, il y a beaucoup de références très précises. Et d'ailleurs, dans Sociologie de Dragueur, à l'époque, toute l'érudition était dans les notes de bas de page. Il y avait 2 niveaux. Et puis ça pouvait être aussi lu au premier degré pour quelqu'un qui ne connaît juste que une intelligence de la vie concrète. Vous voyez, et c'est très difficile de pouvoir être lu par tout le monde. Ça demande beaucoup plus de talent et de maîtrise que d'une petite monographie d'universitaire. C'est évident. Malheureusement, aujourd'hui, on confond la qualité de l'écrit avec l'esthétique de la qualité, vous voyez. C'est-à-dire que le jargon universitaire, c'est l'esthétique de la finesse et de la complexité, c'est pas vrai. C'est une apparence. En réalité, c'est souvent confus, et souvent, quand c'est traduit en langage courant, ça dit très peu de choses. C'est ce que j'ai démontré avec Lacan. C'est que Lacan, quand on le traduit en français courant, ça dit peu de choses,
Et c'est très réactionnaire. Je ne dis pas que c'est faux d'ailleurs. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a jargonné toute sa vie, c'était un escroc, hein. Je pense qu'il a beaucoup joui, c'est un mec très intelligent. Et il a beaucoup joui dans sa vie finalement de mépriser son public, de bourgeois de gauche élitistes, alors que s'il leur avait parlé dans un langage courant, il aurait dit en gros vous êtes des cons et je vous méprise. Mais simplement, ces gens-là étaient comme face à un gourou. Ils étaient dans la fascination de la parole magique, de la pensée magique. Or aujourd'hui, dans les sciences humaines, il y a beaucoup de bêtises et de pensée magique. Et la plus grande caricature pour moi de cette époque, c'est Bourdieu, qui est pour moi la baudruche absolue. Hein. Il n'y a rien dans Bourdieu. Hein. Baudrillard, j'en parlais avec lui à l'époque, il disait de toute façon, oui, Bourdieu dit en 400 pages ce que moi je dis en 40, et en plus il le dit mal. Je veux dire, il avait raison. Il a soutenu de donner, non, Baudrillard? Oui, Baudrillard, qui a un temps été séduit par l'intelligentsia et qui était devenu pratiquement, je dirais, le philosophe des coiffeurs qui lisait les pages rebond de Libération, c'est-à-dire ceux qui s'habillent Jean-Paul Gaultier, a réussi à s'émanciper de ce piège et est redevenu un mec un peu subversif et sérieux, et a tenu des discours sur le 11 septembre, Israël, Dieudonné, très courageux. Et d'ailleurs, il devient gênant. Ils l'ont un peu lâché. Exactement comme Finkielkraut et l'intelligentsia a lâché Solzhenitsyn, vous voyez. Il faut comprendre pourquoi ces mecs-là sont utilisés, puis pourquoi à un moment donné on les rejette. Moi, quand j'étais petit, je rêvais de gagner le Tour de France. Je rêvais d'être un grand cycliste. Après, je fais de la boxe, je rêvais d'être un boxeur. Je suis plutôt un sportif raté, moi. Et j'ai pas de... En général, tu te bats pas pour être dans un panthéon qui ne t'intéresse pas, c'est ce que je veux dire. J'ai pas lutté pour être un grand écrivain, tu vois. C'est pas... J'ai lutté pour essayer d'avoir une vie, pour m'amuser, quoi, tu vois. Moi, en fait, j'essaie de m'amuser dans un monde où on s'amuse de moins en moins, tu vois. D'ailleurs, quand vous écrivez, c'est laborieux ou ça vient tout de suite? Non, c'est du boulot d'écrire, hein. Faut pas croire. Non, c'est du travail. Mais vous aimeriez quand même avoir une plus grande écoute, oui. Tout le monde aimerait recevoir des menaces, arrêter que tout le monde soit toujours contre vous. Vous aimeriez être un peu plus... bien sûr que j'aimerais, mais quel est le prix à quel prix? C'est ça le problème. Si pour ça il faut renoncer à l'intégrité, à l'intelligence, etc., pour moi c'est la notion de collaboration, de collabo, quoi. C'est-à-dire que si pour bien manger pendant la guerre il faut balancer des juifs aux Allemands, eh ben tant pis, je mangerai mal pendant l'occupation, puis je vais me serrer la ceinture, c'est tout. Parce que c'est un problème, c'est que bien bouffer à ce prix-là, j'ai du mal à digérer, c'est tout. C'est-à-dire que ça m'est insupportable. C'est-à-dire que je serais, à mon avis, beaucoup plus malheureux si j'avais baissé mon froc que si je l'avais pas baissé. Alors évidemment, j'ai payé le prix, c'est un peu dur. Vous avez vu comme on ne voit plus dans les médias quand même, hein. On n'a plus jamais vu. Hein. Mais c'est aussi ça la virilité aussi, la virilité intellectuelle. C'est-à-dire que moi, j'écris des choses, si la télé veut bien m'inviter, j'y vais. S'ils me disent que pour être invité, il faut que j'écrive autre chose, alors en me disant quoi, je dis bah tant pis, j'irai plus. Mon but c'était, pourquoi j'allais à la télé? Parce que j'avais des livres à vendre. Pas l'inverse, j'écris pas des livres pour passer à la télé, enfin j'espère, et je le prouve. C'est-à-dire que bah oui, j'ai pas été invité à la télé depuis mon dérapage à France 2, ça avait été fait pour ça d'ailleurs, hein, dans la manipulation, bah tant pis, bon bah c'est comme ça, je continue à écrire. L'écrire, c'est une activité virile, c'est-à-dire que c'est le plaisir dans la souffrance. Ça a beaucoup à voir avec le sport de haut niveau, ça a beaucoup à voir avec tout ce qui est respectable, c'est-à-dire comme quand on construit une maison de ses mains, c'est-à-dire que c'est beaucoup de souffrance et en même temps on se sent exister et on n'est pas dépressif. C'est-à-dire que moi, j'essaie d'échapper à la dépression. Hein, et je vois que beaucoup de types qui sont soi-disant à haut niveau, je ne citerai pas des Ariel Wiesman, parce que je ne vais pas citer de noms que je connais quand même, ils ont soi-disant tout et ils sont très déprimés. Parce qu'ils ont le sentiment d'avoir trahi leurs idéaux de jeunesse quand même, tu vois. Quand on a un mec, Stéphane Guillon, qui dit oui, Ariel Wiesman, maintenant c'est Madame de Fontenay, et c'est vrai qu'en gros il va à la télé pour montrer ses chapeaux. Est-ce que je préfère être à ma place ou à la sienne? Je préfère être à la mienne. Voilà. Et j'avais le choix, c'est vrai. Mais il fallait que je paye le même prix que lui, c'est-à-dire qu'il fallait que je ne sois plus qu'un porte-manteau à un moment donné. Et là, j'ai bien compris que si je voulais passer dans les médias à un moment donné, on m'a dit bon, il faut taper sur les immigrés. Vous êtes blanc aux yeux bleus, vous avez osé défendre le Gaulois dans vos livres, le premier, je suis quand même le premier à l'avoir fait quand c'était pas la mode. Il faut taper sur l'immigré, et là, il y a de la place pour vous. Eh ben, j'ai pas envie de taper sur l'immigré à la commande, j'ai envie de le faire si j'en ai envie et pour des raisons morales. Et quand ça devient la mode, et que c'est instrumentalisé de manière malsaine, je le fais pas. Voilà, c'est tout. Parce que moi, en 40, on m'avait dit, il faut taper sur les juifs, je leur ai dit non, je suis désolé, vous avez un uniforme allemand, on a fait 3 guerres contre vous,
C'est comme disait Bernanos, vous voyez, tant qu'il y aura les Allemands tant qu'il y a les Allemands qui occupent la France, je ne serai pas antisémite. C'était ça la phrase de Bernanos en gros. Hein, et ça veut dire quelque chose moralement, vous voyez. Et ben c'est pareil, c'est que tant que le pouvoir m'ordonnera de ratonner les immigrés avec Sarkozy, je le ferai pas. Voilà, c'est tout. Parce que ça me paraît ça me paraissait courageux et moral d'oser dire qu'on n'était pas systématiquement en train de s'aplatir devant les immigrés sous prétexte qu'on était français de souche, ça voulait dire quelque chose. Mais maintenant de dire en gros que c'est Al-Qaïda dans les banlieues et que les bamboulas et les polygames vont tous nous manger, ça me paraît délirant aussi. Et puis ça me paraît amener à des choses dangereuses. Voilà. Donc c'est ni l'un ni l'autre. Et ben déjà, faire remarquer que j'avais tout écrit que c'est dans mes bouquins, que j'avais prévu tout ça au millimètre. Donc je suis content de voir que j'ai raison, parce que c'est, contrairement à ce qu'on disait de Sartre, quand il y avait des cons qui disaient ce qui est bien chez Sartre, c'est qu'il s'est toujours trompé. C'est quand même étrange de penser que c'est ça la qualité d'un intellectuel. On ne l'admettrait pas d'un plombier. Et ben moi je vois que j'ai souvent raison, quoi. Depuis 84 que j'écris des bouquins, vous pouvez y aller. Je me suis rarement trompé sur mes analyses, donc j'ai raison. J'en suis assez fier, mais après, qu'est-ce qui va se passer demain en France? Je suis un peu inquiet sur l'avenir. On va vers des périodes troublées. Et sur les banlieues, je pense que si on met bout à bout tout ce que tout le monde a dit, en gros, on n'est pas loin de la vérité, quoi. Oui, ça va mal, il y a des choses. Hein. Je pense pas, par contre, que ce soit les islamistes qui contrôlent les banlieues. J'ai vérifié, c'est faux. Même s'ils aimeraient bien, mais ils n'y arrivent pas. Je crois que les petits cons qui brûlent les bagnoles en bas de chez eux ressemblent plus à des sous-prolétaires américains qu'à des musulmans. Hein. C'est plutôt on va plutôt vers une dérive d'une société communautarisée et inégalitaire et revendicative à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire que ce qui menace la France, c'est qu'on ressemble de plus en plus aux États-Unis, quoi. C'est sûr que la France, l'exception française qui existait un tout petit peu, est en train de s'écrouler. On va vers une société américaine qui est, à mon avis, une société qui n'est pas souhaitable pour nous, et que ceux qui poussent dans cette direction-là, c'est Sarkozy. Ceux qui ont peur de ça, évidemment, ça sera plutôt être à droite Villepin, et que je me sens plus proche de Villepin que de Sarkozy, s'il fallait choisir. Mais si l'avenir c'est de choisir entre Villepin et Sarkozy, c'est pas très drôle, quoi. Je vais peut-être m'abstenir, quoi. C'est un succès. On arrive à faire des tiers de salle et des demi-salles, à avoir 70 personnes qui viennent tous les mardis soirs voir ce truc-là, alors qu'il y a zéro promo, zéro affichage, uniquement par le bouche à oreille. Et je peux vous dire qu'en ce moment, dans le spectacle vivant, il y a des types qui sont invités à la télé, qui ont des producteurs et des affiches et qui font pas mieux, vous voyez. Donc, compte tenu des moyens, c'est un succès, parce que 70 personnes qui viennent applaudir un truc comme ça, qui se déplacent, et ben c'est pas mal. Je trouve que c'est de l'artisanat, quoi. Hein. On bricole. Et surtout, enfin, vous l'avez vu, c'est bon, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens rient, personne s'en va de la salle, et que je pense que c'est en ce moment, sur la place de Paris, le meilleur one-man show qui existe, j'en suis certain. Et c'est ça qui me fait marrer, parce que au départ, c'est des extraits de mes livres, quoi. Ce qui prouve que des gens ont découvert, en allant voir ce spectacle, que j'étais un auteur comique, et que j'étais un styliste. Ce qu'ils n'avaient pas compris en lisant mes livres. Comme quoi, il manque de simplicité d'esprit. Parce que sous prétexte que je suis soi-disant un intellectuel, un polémiste et un mec qui est dans la polémique politique, ils n'avaient pas compris que je peux être aussi un styliste et un comique. Enfin, que c'est pas incompatible, quoi. Qu'on peut être drôle et on peut être dans l'esthétique tout en étant pertinent et peut-être subversif. Donc, de ce point de vue-là, ce petit spectacle est un succès. Mais évidemment, j'aimerais, s'il pouvait y avoir 200 personnes au lieu de 70, la salle permet qu'il y ait 200 personnes par soir. Je serais très content. Oui. C'est grâce à Dieudonné que vous avez réussi à mettre ça en place. Il me semble, puisque c'est dans son théâtre. Bah oui, il est boycotté, donc on se tient les coudes. Donc moi j'amène du monde un peu le mardi. Lui me permet qu'un de mes textes soit joué dans un théâtre. C'est du copinage, hein. C'est du corporatisme, c'est du réseau, quoi. Hein. C'est un réseau de deux. C'est moins gros que le réseau de Finkielkraut et de Bernard-Henri Lévy, quoi. Peut-être de meilleure qualité aussi. Ah.
Vous la connaissez? À peine! 75 000 gonzesses. Paris, c'est la capitale mondiale de l'amour. Et cet amour, t'es là pour leur donner. Mate les talons. Avec ça au pied, t'as toute l'énergie du corps qui se concentre dans le muscle du cul. Ça a pas la tête. Obsédé. T'as vu comment tu t'es fait niquer là? Ta Ferrari, c'était le Twingo. Elle avait peut-être une certaine beauté intérieure. On pourrait peut-être se revoir. Qui sait, je passe par ici tous les jours. Oh, le ringard. Mec, excusez-moi, vous êtes danseuse? Vous me connaissez? De Johnny à Obispo, t'as des milliers de looks rebelles. Mais si tu remontes aux sources, t'en as que deux. James Dean et Elvis. Et pourquoi tu le fais pas, toi? Parce que moi, habillé comme ça, je fais pas rebelle. Je fais délinquant. À l'eau égale, le brun est toujours plus louche que le blondinet. C'est scientifique. Et sur un plan purement sexuel, il y a des techniques aussi. Je t'ai dit, avec les meufs, faut occuper l'espace. Au lit, c'est pareil. Mademoiselle, trop aigu la voix. Descends dans les graves. Mademoiselle. 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 Il a pas bientôt fini avec ses grimaces. Tarlouse. Y a rien de mieux que le plaisir de cacher. Conclusion. L'expérience nous apprend que non seulement les belles sont plus agréables à draguer, mais qu'elles sont aussi plus faciles à... Voilà. Hey, c'est conforme à sacré tandem, hein. Alors, est-ce que je suis satisfait de mon film? Compte tenu de toutes les difficultés que j'ai eu à le faire, j'en suis relativement satisfait, parce que même s'il est moins bien que le scénario que j'avais écrit, je dois le reconnaître, il est quand même beaucoup mieux que 99% de la production française. Hein. Je pense que c'est un petit film, ce qu'on appelle un film culte, c'est un petit film étrange qui restera, parce que d'abord il dit des choses et il montre des choses qu'on voit nulle part. C'est un film qui fonctionne, c'est pas, j'ai vu des films beaucoup plus ratés. Ce qui est sûr, c'est que si j'avais pu le faire avec des moyens moins durs, j'aurais pu plus... travailler, plus faire de cinéma dedans, de l'art. Je n'ai fait que gérer la catastrophe tout le temps. J'ai lutté contre le temps et contre le manque de moyens pour faire en sorte que le film puisse soit montable et puis qu'il puisse exister. Sinon, il n'aurait tout simplement pas pu exister en tant que produit fini. C'est une expérience qui a été intéressante, mais qui ne me donne pas envie de recommencer. D'abord parce que contrairement à un bouquin qui reste et que vous pouvez acheter, un film, vous passez 2-3 ans à travailler pour le faire. Et après, vous êtes tributaire des distributeurs et des salles. Et moi, mon film est resté entre 1 et 2 semaines en salle. Et il a été sorti le 25 juillet, c'est-à-dire au moment où les gens rentrent de vacances et partent en vacances, et que presque personne n'a pu le voir et qu'il n'a pas eu sa chance. Et que donc, c'est très disproportionné, le boulot que ça demande par rapport à la fenêtre de tir qu'on vous laisse. C'est-à-dire que ce film n'est pas sorti en DVD. Très peu de gens l'ont vu parce qu'ils n'étaient pas là, ils n'ont pas eu le temps d'aller le voir. C'est quand même plus finalement, oui. Non, ce qui est intéressant, c'est que là, ils l'ont passé sur TPS, et ils l'ont passé 21 fois. Et je me dis qu'un film qui passe 21 fois, c'est qu'il fait de l'audimat. Parce qu'il il y en a qui passent 3 fois, 4 fois, 7 fois. Donc c'est un film, en fait, qui peut avoir un succès populaire si le peuple le voit. Le problème, c'est qu'on s'est bien arrangé pour que personne puisse le voir. Hein. Je peux vous dire qu'au niveau du massacre, quand il est sorti, le travail a été fait. J'ai vu ce que c'était que d'avoir l'intelligentsia contre soi. Donc j'ai compris, quoi. Ça vous a pris comme ça de faire un film ou alors c'était déjà... Non, j'ai fait 6 courts-métrages, je m'intéresse au cinéma, et je suis allé au bout d'une logique, c'est-à-dire que j'ai fait des courts-métrages avec mon propre argent, sans argent, etc. Et je voulais un jour faire un long-métrage, c'était un de mes projets. Et j'ai réussi quand même à trouver un producteur, à trouver 850 briques, et à faire un vrai long-métrage, c'est pas un faux long-métrage. Et donc je l'ai fait, c'est bon, je l'ai fait. Et le film existe, et à mon avis, il est absolument pas honteux. Hein. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Hein. Et si on veut en dire du mal, je serai le premier à pouvoir dire ce qu'il y a de pas... C'est-à-dire que je serai le premier critique du film, et les gens qui en ont dit du mal n'ont dit que des conneries. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu les vraies faiblesses du film, moi je peux vous les dire. C'est pas ce qu'on en a dit, les gens ont fait une critique idéologique. C'est plutôt des problèmes techniques, hein, des problèmes de rapport au dialogue, à la mobilité. C'est une question de qu'est-ce qui est cinématographique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je pense que j'ai fait un film des années 70, qui est entre Eustache et Joël Seria, et qui ne correspond pas à l'époque. C'est un film qui aurait dû exister avant, c'est-à-dire que j'arrive un peu tard par rapport à l'esthétique actuelle, parce qu'il y a des périodes du cinéma. Mais les gens ont critiqué le film sur le fond, en disant on n'a pas le droit de dire ça, donc c'est un mauvais film. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est plutôt la force du film. Oui. Et moi je pense que c'est un film qui vieillira bien parce qu'il n'a aucune vulgarité. C'est un film qui est très proche du cinéma de Bresson, dans ce qu'on croit. C'est un film d'une grande pudeur, d'une grande pureté, et c'est le contraire d'un film obscène. Il n'y a pas une image de sexe, ça ne fait que parler, c'est un film très intelligent. Mais malheureusement, il faut voir le niveau des critiques de cinéma aujourd'hui. Hein. Quand on s'extasie sur Luc Besson,
C'est-à-dire que si Luc Besson est un grand cinéaste, comment ? Ils sont pas beaucoup à s'extaser sur le... Tu rigoles ou quoi ? Dans Première, machin, dans toutes les... Première. Non, mais attends, dans les vrais, dans ce qu'on appelle la critique de cinéma, si Besson est le grand cinéaste français actuel, je suis une merde, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un magazine commercial, mais les cahiers... Mais il y a que les cahiers, on dit, c'est les seuls qui n'ont pas dit du mal de mon film. Comme les Inrock, Télérama... Les Inrock... ça n'existe pas non plus. En tout cas, ils disent pas bien. Enfin, comme tout ce que je fais, je sais que ça vieillira bien, c'est-à-dire que ça se bonifie en vieillissant, et que c'est un film qui a de l'avenir. C'est-à-dire que je vous garantis, j'en suis sûr, que Confession d'un dragueur sera un petit film culte qui aura une deuxième vie dans 10, 15, 20, 30 ans, il n'y a aucun problème. Exactement comme tout le monde a craché sur les galettes de Pont-Aven quand c'est sorti, et aujourd'hui tout le monde admet que c'est un chef-d'œuvre du cinéma français. Et c'est un authentique chef-d'œuvre du cinéma français. C'est filmé, hein. De quoi ? C'est filmé. Et alors ? Dans 15-20 ans. Non, mais bien sûr, mais c'est ça un mec qui a les couilles, c'est prendre les paris. Je prends les paris, bien sûr. Ce film vieillira bien. Et les critiques sont passées à côté. Parce que même le mal qu'ils en ont dit, c'était pas ça qu'il fallait dire de mal sur le film. Donc de toute façon, c'était idéologique. Il était prévu que je sois lynché quand ce film sortirait, car on voulait absolument pas que je puisse mettre un pied dans le cinéma. Bon, j'étais attendu. Et ils se sont acharnés sur moi. Et je peux vous dire une anecdote, c'est que le critique, par exemple, du Canard enchaîné, qu'on pourrait penser est un journal honnête, les naïfs pourraient penser que c'est un journal honnête, le mec du Canard enchaîné qui a été envoyé à la projection, parce que moi j'étais aux projections de presse, déguisé pour voir. Le mec du Canard enchaîné qui s'appelle Patrice de mes deux, là j'ai oublié son nom de famille, mais je le méprise et je l'encule même, il est venu à la projection, et pour bien montrer comment ça marche, il a passé toute la projection dans le couloir à fumer des cigarettes, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu le film. Et après, il a fait sa critique, c'était une assiette avec une merde dedans, et il a fait, il a dit que mon film était un étron, voilà, en gros. Hein. Et en fait, j'étais là, il ne l'a pas vu. Donc ça veut bien dire comment ça marche. Et ça veut bien dire que par rapport à l'attaché de presse, il était bien là pour montrer qu'il allait à la projection, qu'il ne regardait pas le film, et qu'il allait le flinguer en disant que c'était un étron. Enfin, je veux dire, ce mec-là n'est pas un critique de cinéma, c'est le genre de type qui écrivait à la police pendant la guerre, vous voyez, c'est toujours les mêmes. C'est ces éternels collabos de tous les fascismes, vous voyez, c'est ce genre de type. Ce mec-là, si je le croise un jour, il prendra ma main dans la gueule, il n'y a pas de problème. Hein. D'ailleurs, quand je dis ça, c'est pas des paroles en l'air. Hein. La dernière fois que j'ai croisé Bec BD, j'ai eu une paire de gifles, hein, faut le savoir quand même. Hein. C'est sur Internet. Je voulais vous demander ça. C'est vous qui avez écrit, enfin, du moins la moitié du livre de, comment il s'appelle ? De Simon Liberati, j'ai le manuscrit là, oui. C'est moi qui réécris ce livre sur laquelle toute la critique de la gauche caviar s'est encensée. C'est moi qui l'ai réécrit entièrement, c'était très mal écrit au départ, et je peux le prouver facilement, d'ailleurs j'ai la lettre de remerciement là, sur mon étagère, que tous les critiques ont reçue. Effectivement, donc j'ai réécrit le livre de Simon Liberati, et c'est moi qui l'ai amené avec BD, et pour me remercier, comme ils ont eu tellement peur que ça se sache, ils m'ont flingué, parce qu'ils ont eu peur, quand ils ont vu l'enthousiasme de la critique de gauche, qu'on sache que le merveilleux roman proustien de Simon Liberati avait été entièrement réécrit par l'ignoble Célinien Soral. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu l'élégance de s'en réjouir. C'est-à-dire qu'ils m'ont effectivement, s'ils avaient pu me tuer, ils l'auraient fait, quoi, pour que ça ne se sache pas. Résultat des courses, j'ai fait en sorte que tout le monde le sache. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on parle du bouquin de Liberati, c'est « Ah, le bon bouquin réécrit par Soral ». Voilà, c'est bien fait pour eux. Sinon, j'en aurais jamais parlé. Hein. Je me suis très content de faire le travail. Et vous êtes content de ce livre ? Oui, il est bien, oui. C'est un bon livre. Hein. Ouais, moi, je l'ai lu et je l'ai su après que c'était beaucoup plus... Mais... Je peux vous poser la question. Je vous montrerai après en caméra la lettre de remerciement de Simon Liberati, manuscrite. Non, en caméra. Oui, parce que je ne vais pas aller faire Non, mais c'est bon, je l'ai dit après. Je ne veux même pas apporter la preuve. On me croit ou on ne croit pas. À la limite, c'est une petite histoire rigolote. C'est effectivement ce roman sur lequel s'est extasiée toute la critique, notamment Libé, Enthoven dans le Nouvel Obs, comme le roman le mieux écrit, le chant fort des branchés, le Schulz, etc. C'est moi qui l'ai réécrit. Voilà, donc ça fait réfléchir sur ma capacité à changer de style et à produire de la qualité. Et si ça s'était su, effectivement, le livre aurait été assassiné. Il faut bien le savoir. Il n'aurait pas pu avoir une bonne critique. Et c'est pour ça que Bec BD et Liberati ont chié dans leur froc après que j'ai fait le travail. Voilà, c'est intéressant. Il a réagi comment à votre claque ? Bec BD, j'ai mis une paire de gifles. Il a failli chier dans son froc parce que c'est un trouillard. Et après, il m'a dit « T'as raison, c'est ça la vraie littérature ». Il m'a dit t'as raison, quoi. Alors je sais pas si c'est pour me flatter ou parce que réellement il s'est dit finalement on vit des choses comme quand André Breton giflait un mec, tu vois, ça s'est toujours fait dans l'histoire de la littérature. Voilà. Mais tu sais, j'ai botté le cul de Boringer aussi, il est venu s'excuser après quand je l'ai recroisé à Lutetia. Alors que c'est moi qui lui ai botté le cul, quoi. De s'être mal comporté avec moi, quoi. Pour te dire la terreur que c'est Boringer en vrai. Boringer. Ouais.
Il a joué au dur avec moi parce que j'avais critiqué l'affaire Cantat, enfin le traitement ignoble que subissait Bertrand Cantat, parce qu'il faut quand même pas délirer. Et il m'a dit, moi tu parleras comme ça on touche pas aux Trintignant, il a voulu jouer le macro, le chef de la mafia avec moi, on touche pas aux Trintignant, c'est mes amis, si tu parles comme ça avec Trintignant, je te pète la gueule. Alors je me suis levé, tu vois, j'ai dit, montre-moi, et je lui ai boité le cul. Réellement, c'est-à-dire que c'est souvent courant, et je lui ai boité le cul, quoi, tu vois. Et je l'ai recroisé au Lutetia, parce que j'avais une interview avec Vermus. Il m'a vu, comme il m'a revu et qu'il a eu peur, il est venu s'excuser. Excusez-moi, j'ai déconné la dernière fois, pour pas que je le reboterais le cul. Pour te dire ce que c'est que les durs du cinéma, quoi, tu vois. On pourrait le réutiliser contre vous, ça c'est la seule chose qui manque contre vous, coup et violence. Non, mais je pense que Moranger n'en est pas. Bec BD. Non, mais ça veut dire que c'est pas des gens si vulgaires que ça. C'est-à-dire que Bec BD, il a très bien compris que ça faisait partie de l'histoire de la littérature. Il était peut-être pas très fier non plus. Il savait que cette paire de gifles était méritée quand même. Hein. Il le savait, lui. Hein. Et puis j'ai pas été violent, je veux dire c'était une paire de gifles symbolique, sinon je lui aurais mis un coup de poing dans la gueule, je veux dire, il pèse quand même 60 kilos, son cerveau aurait marché moins bien si je m'étais acharné sur lui. Je lui ai mis, j'ai pas fait comme les milices sionistes qui sont venus me voir, hein, attention, c'est pas le même niveau. Là c'est de la violence théâtrale, je l'ai pris par le col et je l'ai souffleté, voilà, devant tout le monde, devant son monde à lui, dans une soirée à lui organisée par lui avec toute sa cour. Donc là c'était, et personne n'a bougé, hein, c'est ça qui est beau. Hein. C'est comme quoi on est seul parfois, quand on est entouré que de courtisans. Quand le vent tourne, on se sent très seul. C'est ça que j'ai voulu lui faire comprendre. C'est qu'il était à la fois très entouré, mais entouré de vent, quoi. Si un jour la température monte, il sera tout seul. Parce que quand on est entouré que de lâches, qui vont dans le sens du vent, en fait, en réalité, on est... Moi, je sais que quand Dieudonné est passé à la question chez Ardisson, il m'a pas lâché. Je sais que c'est un type solide. Vous voyez ? Il vaut mieux avoir un type comme ça avec soi qu'une horde de courtisans bédériens, quoi. Parce que ceux-là, ils sont de tous les pouvoirs, c'est-à-dire qu'ils sont de toutes les collaborations. C'est-à-dire que le jour où le vent tourne, il tourne aussi. Donc, quand on n'a que ça comme armée, il vaut mieux pas aller à la guerre. C'est ça que je veux dire. On peut tant qu'on fait des défilés, c'est beau, quoi. Hein, c'est comme l'armée de Napoléon III, quoi. Il faut surtout pas faire la guerre. J'en ai beaucoup. J'aime beaucoup John Huston dans le cinéma américain de qualité. J'aime beaucoup Polanski de l'époque, Rosemary's Baby, Bal des vampires. J'adore les cinéastes grand public, très intelligents, avec 2 niveaux de lecture. J'adore Joël Seria dans le genre cinéma d'auteur populaire français à une époque où ça a été interdit par la Nouvelle Vague. J'adore Eustache aussi, qui est un cinéma un peu plus difficile, mais j'aime beaucoup. Parce que c'est de la Nouvelle Vague au niveau formel, mais le fond est profondément populaire. Et c'est ça que j'aime bien. J'aime beaucoup le cinéma de Pasolini. Dans le genre cinéma difficile mais intéressant. J'aime la période sociale de Buñuel, Los Olvidados. J'aime pas du tout sa période Jean-Claude Carrière, que je trouve très surfaite. Je déteste Jean-Luc Godard. Enfin, je déteste pas, mais je me sens obligé parce que c'est... Non, je déteste pas Jean-Luc Godard, je pense que c'est très surfait et que c'est très chiant. Et par contre, je déteste absolument et je méprise, mais là, au très fond de moi-même, le cinéma de François Truffaut. Pour moi, c'est le plus mauvais cinéma du monde, quoi. Son plus mauvais film est à mon avis La femme d'à côté. C'est insupportable. C'est de niaiserie, de prétention et surtout de médiocrité cinématographique. C'est vraiment, pour moi, François Truffaut, c'est comme Spielberg. Vous voyez, c'est un test. T'aimes Spielberg, t'aimes Truffaut, t'es un con. Pour moi, c'est comme si t'aimes Téléphone en rock and roll, tu vois, ou Caisse Jarrett dans Piano Jazz. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des tests, tu vois. C'est là-dessus que je fais là-dessus. C'est le hiatus, tu vois ce que je veux dire ? Et tous mes amis d'ailleurs, c'est la première question qu'on se pose. T'aimes Truffaut ? Non, c'est de la merde. Ok, c'est bon, on peut y aller, tu vois. On est la promotion Truffaut. Comment ? On est la promotion. Ça m'étonne pas. Bah, Truffaut, il est fait pour terminer comme Prévert, tu sais, au frontispice d'une école à la con, quoi, tu vois. Évidemment, oui. Il n'y a pas d'école Louis-Ferdinand Céline, je crois. Hein. Non ? Il n'y a pas beaucoup d'écoles Octave Mirbeau, tu vois ce que je veux dire ? Hein, ouais, il y a des écoles Truffaut, il y en a une à côté, là, l'école maternelle à côté, là, c'est François Truffaut aussi. Ouais, c'est fait pour ça. C'est fait pour avoir des plaques de rue et des plaques d'égout. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est fait pour terminer en square, tu vois. Avec le sous-préfet qui vient inaugurer la statue, c'est fait pour ça, quoi. C'est de la merde. C'est Pagnol, vous aimez ? Ah oui, j'aime bien, oui, quand même. Lui, il finit beaucoup aussi en école. Mais bon. Comment ? Lui aussi, il finit beaucoup en école. Ouais, enfin, il a des problèmes à la Libération. Hein. Il a une carrière ambiguë. Enfin, c'est plus compliqué que ça, Pagnol. Hein. Non, j'aime bien Pagnol. Oui, il a un génie. Pagnol. C'est un peu méditerranéen pour moi, un peu pleurnichard. Parce que moi, je suis quand même un mec du Nord. Je suis un mec plutôt de l'école de la pudeur. On se tourne pour pleurer, on pleure pas face à la caméra. C'est une autre école, mais
Je reconnais que c'est un génie absolu. Ouais. Ça, Puisqu'on parle de cinéma, je voulais vous demander aussi, sur la phrase de Jean Renoir que vous citez. Elle est belle, hein. Parce que si je le dis, on va pas me croire. Ah bah, il y a la référence citée par Henri Janson, machin. Ouais, dans l'Aurore, mais où est-ce qu'on peut retrouver? Ah bah, c'est ton boulot, ça. Je te mis la référence. Ouais, mais on peut le trouver. Oui, bien sûr, on peut le trouver, puisque tu as la référence. L'Aurore. Ça n'a pas disparu. Non, bien sûr. Si je la cite, c'est que je peux la citer. Je suis pas débile, sinon j'ai un procès par les héritiers Renoir. Elle est belle, la phrase. Hitler est un homme à ma main, et je reviendrai dans une France désenjuivée. Ça va, enfin, tu vois, c'est pas juste travailler à la Continentale comme Clouzot, qui est un très grand cinéaste. J'aime beaucoup Henri-Georges Clouzot, moi. Ça a l'air de la peur, des chefs-d'œuvre, tu vois. Les espions, c'est des grands films français. Moi, je crois, si tu veux, que le meilleur cinéma que j'ai vu au monde, c'est le cinéma social italien entre 50 et 70. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on appelle la comédie à l'italienne, tu vois. Mais la période El Vitelloni, tu vois. Il bidonne, le pigeon, enfin tu vois. D'ailleurs, mon film, dans mon esprit, quand j'ai fait Confessions d'un dragueur, ça se voulait un peu la suite du Fanfaron, tu vois, comme tu vois, tu vois, il y a une parenté, tu vois, c'est moins réussi. Et le Fanfaron, pour moi, c'est le chef-d'œuvre absolu, tu vois. C'est le film. Comment? C'est votre film. Non, j'en ai pas un, mais c'est un chef-d'œuvre, le Fanfaron. Comme le Bal des vampires de Polanski est un chef-d'œuvre. Il y a vraiment des films parfaitement, pour moi, absolument réussis. Tu vois, qui sont formellement, idéologiquement, enfin, tu vois, il n'y a rien acheté, quoi. Tu vois, c'est un moment de maîtrise absolue, d'intelligence, de drôlerie. J'aime bien Bergman aussi, mais j'ai pas besoin pour me sentir intelligent, besoin d'en faire des tonnes sur Bergman. J'aime bien hein, Ingmar Bergman, il y a un climat, il y a un truc. Par contre, il y a des cinéastes. Moi, ce que j'aime plutôt, c'est pointer du doigt les cinéastes surfaits. Comme Jim Jarmusch, bon, aujourd'hui on n'en parle plus trop, mais à une époque on s'extasiait sur Jarmusch, je disais ouais, c'est comme du cinéma de branché. Bon, Besson, Luc Besson, c'est insupportable. Même Le Grand Bleu? Non, c'est du cinéma pour pré-ado, quoi. Enfant de 12 ans, quoi. Ouais, c'est la clientèle de Chantal Goya. Enfin, faut voir aussi, il faut expliquer pourquoi ces trucs-là se vendent. Parce que l'âge du client fait que baisser, c'est de la segmentation, c'est du segment de marché. C'est-à-dire pourquoi ces mecs, pourquoi ils sont connus? Parce que ça vend. Pourquoi ça vend? Parce qu'ils ont une clientèle. Quelle est cette clientèle? Si c'est une clientèle vaste clientèle d'abrutis, ça prouve rien. C'est ce que je veux dire, évidemment. Il fait plus d'entrées que moi, mais c'est pas pour ça que l'œuvre est de qualité. Tu vois, alors aujourd'hui, le critère, c'est la vente. Aujourd'hui, quand on t'invite à une émission, c'est comme aux États-Unis, on y est venu, c'est Monsieur Machin qui vient de vendre, tu vois, Marc Lévy qui vient de vendre 2 millions d'exemplaires. C'est tout. Avant, on te disait, tu vois, Kundera, enfin, ce que j'aime pas spécialement d'ailleurs, mais tu vois, qui est l'auteur, alors que les 3 quarts des grands écrivains n'ont pas toujours beaucoup vendu de leur vivant, tu vois. T'as des écrivains comme Green qui vendaient 100 000 bouquins, tu vois, c'était déjà pas mal, ou 50 000, ou 30 000. On parlait pas de, tu vois, le critère de la qualité aujourd'hui, c'est la force de vente. Bon, ben voilà, ça. Disque d'or. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah, à ce moment-là, il faut pointer du doigt ce genre de truc. Mais moi, j'adore le cinéma parce que j'ai pas d'élitisme, tu vois. J'aime tous les arts quand il y a de la qualité. Et je vais très peu au cinéma parce que je pense qu'il est question d'âge. Je suis un peu fatigué. J'ai vu là un très bon film, pas un chef-d'œuvre absolu, mais un très bon film qui est History of Violence de Cronenberg. Un film pervers, intelligent, bon film. D'ailleurs de pas. On voit que c'est pas un Américain, c'est un Canadien. Tu vois, c'est une des rares fois où je suis allé au cinéma depuis 2-3 ans où j'ai pas perdu mon temps. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai vu quelque chose qui ne pouvait se faire qu'en cinéma, c'est-à-dire que ça pouvait pas se faire par un livre, tu vois, où j'ai été face à un mec intelligent, tu vois, c'est-à-dire qu'à travers le film, tu vois que tu dialogues
ou que tu écoutes, tu es face à un mec qui a un cerveau, quoi, tu vois, enfin qui existe, tu vois, c'est pas... Et de même que j'aime bien les films de Gaspard Noé, tu vois, j'ai bien aimé Seul contre tous, j'ai bien aimé Irréversible, c'est un mec qui tente quelque chose en cinéma, il y a une intelligence, il y a un courage, il y a une maîtrise formelle, c'est pas de la merde, tu vois. L'état du cinéma français, c'est catastrophique. C'est mauvais, quoi. C'est pas... Sans plus, mauvais. Ouais, c'est mauvais. Il y a les 3/4 des films ne devraient même pas être montés, quoi. Mais de temps en temps, ça a toujours été comme ça pour tout. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a un petit film correct, quoi. Il y en a sans doute. Il doit bien y avoir 1 ou 2 films par an qui sont bons. Mais le cinéma français, globalement, il est très mauvais. J'ai expliqué pourquoi dans mes bouquins. C'est l'histoire, c'est lié à... C'est sociologico-politico-économique, tu vois. Et là, vous dites que vous lui préférez le cinéma américain. Oui, bah oui, parce qu'au moins c'est bien fait. C'est-à-dire que Terminator 2, c'est bien meilleur que les films de femmes, d'ailleurs qui sont un peu passés de mode, là, de Barbosa, là, je sais pas quoi, enfin tu vois, ou tu sais, le film intimiste Pleurnichard, le film Télérama, là, Terminator 2, c'est plus intelligent politiquement surtout, c'est plus intéressant comme vision du monde, enfin, ça dit plus de choses sur la société contemporaine. Robocop ou Terminator 2, c'est sûr que des petits films de... Je me rappelle plus, Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel, ou je sais pas quoi, ce genre de petites crottes, qui d'ailleurs vieillissent très très mal. Hein. Sans doute, parce que quand les États-Unis sont l'empire qui domine le monde, et quand un empire domine, il domine tout. C'est-à-dire que c'est probablement aux États-Unis qu'il y a les œuvres de meilleure qualité, les critiques de meilleure qualité, exactement comme les Français étaient au sommet de l'art au XVIIIe, XIXe siècle, parce qu'ils étaient un très grand pays par rapport au monde, ils étaient la première puissance du monde pratiquement. Et que nous, on produit des artistes. Moi, je serais peut-être un mec du niveau de Milos, vous voyez, des artistes, des marches d'empire, c'est-à-dire ce qu'étaient les Roumains. Vous voyez, on parle rarement des poètes roumains ou hongrois, parce que c'est les marches de l'empire, vous voyez. Ils sont forcément très intéressants, mais je peux tout à fait admettre que celui qui a écrit American Tabloid, là, ou comment il s'appelle, enfin les grands auteurs actuels sont plutôt les auteurs américains, oui, sans doute. Oui, Mais justement, vous dites qu'on s'enfonce un peu plus dans la consommation tous les jours, dans cette société de consommation, ce modèle américain. Donc forcément, on régresse et eux, ils sont en plein dans ce modèle. Parce que c'est mais il y a des gros dissidents aux États-Unis. Il y a des sociologues incroyablement. Il y a Christopher Lasch, par exemple. Parce que il faut pas oublier que la culture génère une contre-culture. Et l'Empire génère la résistance à l'Empire, et ceux qui résistent le plus à l'Empire, c'est ceux qui sont au cœur de l'Empire. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aujourd'hui aux États-Unis, c'est ceux qui comprennent exactement la dérive du monde moderne, parce qu'ils sont au cœur de l'avant-garde de cette dérive. Et ce que je veux dire, c'est que l'Empire le plus dégueulasse produit la résistance la plus intéressante, c'est ça que je veux dire. Et que peut-être, sans doute là où la contestation est la plus forte, la subversion la plus forte, c'est aux États-Unis, parce qu'ils sont au cœur de la problématique, sans doute. Mais moi, je vous dis, je suis comme un intellectuel hongrois à la fin du XIXe siècle, ou roumain. Je suis à la marge. Je suis un auteur à la marge de l'Empire. Je ne suis pas, on peut pas être Balzac. Le Balzac contemporain serait sûrement américain. Je pense. Parce que la France est un pays provincial aujourd'hui. Je cracherai pas sur Houellebecq, hein. C'est sûr que c'est sans doute le type qui avait le plus gros potentiel et qui a fait un boulot qui était à faire, notamment quand il a sorti Extension humaine de la lutte. Malheureusement, il a un petit peu voulu passer à la caisse, c'est-à-dire devenir une vedette, parce qu'il avait des problèmes sexuels, c'est toujours le problème, c'est la fesse qui est ton pire ennemi par rapport à l'intégrité intellectuelle et littéraire. Mais c'est sans doute un bon, quoi, il n'y a pas de problème. Et puis sinon, peut-être, je sais pas, je lis pas tant de romans que ça. Il y a des mecs... j'ai lu le Windows on the World là, de
de BD, c'est de la merde absolue. Ça, c'est nul. Ça, c'est vraiment de la merde. Et un Nab, Nab, c'est pas mal. C'est pas mal. Soral, c'est bien. c'est qui? Misère du désir, parce que Misère du désir, c'est un vrai livre. C'est un livre d'écriture. Hein. C'est un bon livre. Et le prochain, à mon avis, va être bien aussi. Il y a Méro qui avait sorti Mammifère. J'avais trouvé ça pas mal. Il y a des mecs pas mauvais, hein. Et puis sans doute que les veilleurs. Comment? Qui est édité par BD. Oui, bah, mais BD n'a pas très mauvais goût. C'est lui quand il écrit, il est très mauvais écrivain, mais il n'est pas forcément mauvais. Paulan était bien meilleur directeur de collection qu'écrivain. Hein, c'est pas le pire avec BD. C'est pas un mec totalement idiot, c'est pas un mec totalement inélégant. Simplement quand il écrit dans Voici que je ne suis pas un intellectuel respectable. Déjà écrit dans Voici. Oui, on a envie d'éclater de rire, quoi. Je veux dire. Enfin voilà, on est dans un monde en ce moment un peu comique, quoi, où on voit qu'aujourd'hui, on voit une descente aux enfers, quoi. On voit qu'on est passé de Paulan avec BD via Solers. Enfin, c'est comme ça on est passé de Edith Piaf à Mireille Mathieu et après à je sais pas, Fabian, oui, voilà. Je ne fais pas un dessin, quoi. On voit que ça dégringole, quoi. Ce qui veut pas dire que c'est pas une théorie de la décadence, c'est qu'il y a des périodes où on descend, des périodes où on monte, et là on est sur le point de toucher le fond, à mon avis. Ce qui veut dire qu'on va peut-être remonter. Parce que l'IB et le monde sont en train de disparaître. Ce qui est un signe, puisque ils sont la concrétisation de l'abjection issue de la trahison ou de mai 68. Je ne sais pas si c'est une trahison, si la trahison était contenue était déjà dedans, c'est un débat, mais on est en train d'arriver au fond du fond de l'abjection de ce qui est sorti de mai 68. De cette trahison totale d'un espoir, d'une liberté, d'une fraîcheur, où aujourd'hui que les flics sont à Charlie Hebdo, à l'IB et au Monde, quoi. C'est eux les flics, c'est eux la pensée dominante, et c'est eux les flics, et c'est eux les fascistes. C'est clair, comme de l'eau de roche, quoi. Pierre Jourde, vous connaissez? Oui, le jour des Nolos, oui, ils sont courageux, ils font leur truc, c'était pas mal leur petit pamphlet. Ouais. Moi, j'aime bien tous les gens qui tentent encore de faire quelque chose. Hein. Je suis pas trop élitiste, quoi. Les gens disent, oui, mais pourquoi vous éditez chez un éditeur qui publie du cul? Je dis d'abord, je veux dire, je t'ai dit tout je peux, et puis quel est le problème? Tu sais, les gens qui cherchent la petite bête vont vous emmerder à tout prix. Oui, vous êtes bien content de vendre des livres. Oui. Et puis vos livres, ils valent 15 €, vous pensez qu'un ouvrier peut... Tu vois, tous des petits connards qui vont là sur Internet, ce genre de questions. Tu vois, où ils veulent en venir? Ils veulent que je me suicide, c'est ça? Ou alors, tu vois, ils vous aiment que mort, ces gens-là. Il faut que je me pende pour que... Tu vois, vous n'êtes pas si désespéré que ça, puisque vous n'êtes pas encore suicidé, ou vous avez accepté d'aller dans des émissions de merde à la télé pour un intellectuel intègre. Je dis, oui, si je veux m'adresser au... Comment vous avez entendu parler de moi, autrement que par la télé? Je veux dire, évidemment, c'est quoi le but? Enfin, je veux dire, où ils veulent en venir, ces cons-là? C'est que je devrais rester enfermé, ne parler qu'à moi-même, d'ailleurs. Oui, je suis pas Jésus-Christ, je suis pas... je fais ce que je peux, du mieux que je peux, pour propager un message que j'essaie de soigner, et j'irai dans toutes les émissions où on m'invite, il n'y a aucun problème. Ce qui compte, c'est le message qu'on a à faire passer. Moi, je suis allé à C'est mon choix sans aucun problème. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent à travers les émissions. L'émission C'est mon choix d'Evelyne Thomas. Mais tous les gens qui m'ont vu ont compris que le message que je faisais passer. Je ne suis pas prostitué. Se prostituer à C'est mon choix, ça veut dire faire ce qu'on vous demande. Je fais passer mon message sans ne rien changer. Il n'y a pas de démagogie. Enfin, je veux dire, je dis la même chose à C'est mon choix que chez Guillaume Durand. Et d'ailleurs, là où j'ai pu le dire le moins de choses de toutes les émissions que j'ai faites, c'est chez Guillaume Durand à Campus. C'est là où j'ai pu dire le moins de choses. Parce que c'est les émissions les plus fliquées. Parce que c'est les émissions où la police de la pensée est là. Parce que c'est les émissions d'idées. Alors que si vous allez à la chance aux chansons, je pense que vous pouvez dire beaucoup plus de choses parce que les flics n'y sont pas. Parce qu'a priori, ils n'ont pas raison d'être là. Vous voyez? Donc c'est ça la sociologie des médias. D'ailleurs, on peut les retrouver, toutes ces émissions que vous avez faites sur Internet. À l'INA, oui, vous allez à l'INA. De toute façon, elles sont stockées à l'INA, oui, bien sûr. Enfin, moi, je ne suis pas fétichiste, je ne les collectionne pas. Mais elles existent, oui. Et pourquoi vous ne les mettez pas sur votre site, celle-là? Parce que c'est un truc c'est du boulot narcissique et moi je vais de l'avant. C'est-à-dire que c'est comme les gens, je reçois beaucoup de messages de journalistes, de sites web, de machins qui me disent alors les banlieues, qu'est-ce que vous en pensez? Parlez sur les banlieues. Et je leur dis qu'est-ce que je voulais que je dise? J'avais tout prévu. Alors voilà, ça me donne raison, mais je vais que dire j'avais tout prévu. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire que je suis tourné vers l'avant, moi. C'est-à-dire que là j'écris mon prochain bouquin, il sort au mois d'avril. Je suis tendu vers mon prochain objectif. Hein, et je fais remarquer que depuis que je publie des livres depuis 84, c'est écrit, c'est publié, donc c'est vérifiable, je me suis pratiquement jamais gouré, quoi. Si on veut être honnête. Tout ce que j'ai dit est arrivé, mes analyses sont cohérentes, ça ressemble à... Ça se passe comme j'avais prévu, quoi.
c'est ma fierté, et en même temps, ça me suffit pas, parce que ce qui est dommage, c'est que ce que j'aimerais, c'est qu'on en tire des conclusions et que ça change. Ça m'amuse pas, ce monde triste. Je lutte quand même contre l'ennui, moi. Et l'ennui, ça se passe à plusieurs. Ça d'être intelligent et d'avoir raison tout seul, ça me fait pas plaisir tant que ça. Je préférais non pas avoir tort avec les autres, mais qu'on soit de plus en plus à avoir raison, quoi, et avoir compris, et à vouloir changer dans la bonne direction. Ça s'appelle une période d'espoir et d'optimisme. Hein. C'est des périodes d'après-guerre, c'est des périodes. Il y a des périodes comme ça où on sent qu'on est dans la reconstruction, dans la générosité. Là, en ce moment, on voit des gens qui sont crispés sur le mensonge et le fromage, hein, qui veulent rien lâcher, et on se dit quand est-ce qu'ils vont crever, quoi, hein, quand est-ce comme la grand-mère qui veut pas lâcher l'héritage, quoi, et on se dit quand est-ce qu'elle va crever, qu'on puisse enfin prendre des sous pour en faire quelque chose, parce qu'en plus elle dort sur le tas d'or, quoi. Quand on voit Serge Julie, tous ces mecs-là, on sait à ça qu'on pense. Le problème de Libération, c'est Serge Julie, hein. Bon, Rothschild, c'est encore autre chose, c'est le capital, c'est interchangeable. Et le seul mec il y a 50 licenciements à Libé, le seul qu'il faut virer, c'est Serge Julie, je pense. C'est lui le problème. Alors il restera, à la fin, il n'y aura plus que lui. C'est clair. À la fin, il restera Rothschild et Serge Julie, quoi. Cinq livres. Moi, le livre qui m'a le plus aidé à progresser au niveau de l'outil, de l'intelligence, c'est Recherche dialectique de Lucien Goldman, un livre difficile à trouver, qui est mon grand sociologue préféré, sociologue d'origine juive, roumaine, communiste, mais qui est vraiment un génie de la sociologie, et très intéressant. Donc c'est Recherche dialectique de Lucien Goldman, ça c'est sûr. Les bouquins de Michel Clouscar, grand philosophe communiste, alors lui du Sud-Ouest, ancien sportif de haut niveau, qui a écrit Le capitalisme de la séduction, par exemple, qui est un livre qu'il faut absolument avoir lu. Il y a les bouquins de Michéa qui sont intéressants, Jean-Claude Michéa, qui a écrit des livres un peu haut de gamme, et qui fait une réhabilitation du populisme à travers l'étude du populisme américain. Je pense qu'on peut lire de Jean-Jacques Rousseau De l'origine de l'inégalité parmi les hommes, qu'il a une vraie, parce qu'on voit ce que c'est qu'un génie intellectuel autodidacte, et puis du coup du contrat social. Ça, c'est des vrais livres fondateurs pour comprendre la modernité. Je sais pas, et puis peut-être Le voyage au bout de la nuit, enfin en roman lire Le voyage au bout de la nuit de Céline, et La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Pour moi, c'est les deux romans qu'il faut avoir lus. C'est les deux sommets de la littérature telle que je la conçois. Vous avez lu ça? Le voyage, oui. Et John Kennedy Toole, La conjuration des imbéciles, lisez-le. C'est un mec qui a écrit ça en 62, il n'a pas trouvé d'éditeur, il s'est suicidé en 66. C'est un mec qui vivait à Bâton Rouge, donc en Louisiane, un petit blanc, il s'est suicidé, et le bouquin est ressorti par hasard. Sa mère l'a amené à un éditeur en 80, en disant bon, les filles, si j'avais écrit ça avant de se suicider, ça a été publié, ça a eu le prix Pulitzer la même année, c'est un chef-d'œuvre. Et là, tu comprends et surtout, tu comprends Houellebecq, tu vois. Tu comprends où on dit jamais que Houellebecq a piqué à Toole, par exemple. Tu vois que c'est le mec, il écrit tout ce que dit Houellebecq et plus en 62. Le mec a déjà tout compris. C'est d'une drôlerie, c'est drôle. Comme les grands romanciers sont toujours subversifs et drôles. Donc là, si je peux vous conseiller, si celui-là vous l'avez pas lu, lisez La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole dans sa traduction française. C'est publié chez Folio ou chez 10-18 et c'est un chef-d'œuvre absolu. Hein.